Le parti Faire un tour est donc, comme son nom l'indique, un parti révolutionnaire. Alors, c'est un parti qui ne comporte pas de militants, mais exclusivement des agents dormants. Puisque autant l'homme descend du singe et le militant du pfut descend du songe, lui. Cid, c'est bien ça. Pardon de m'adresser comme ça. On est à la librairie du Globe, la librairie russe de Paris, 67 boulevard Beaumarchais. Eh bien, je sais que tu as plusieurs noms et plusieurs identités et je te laisse les prononcer parce que je vais m'en mêler. Alors, dobry wieczór d'abord. Hein. Oui, Jarad Betsdies, dans cette librairie très belle. Oui. Et donc, je m'appelle un peu Cid X-Ray, un peu Sylvain Rénal, un peu peut-être plein d'autres choses. Voilà. Oui. Et c'est dû à quand est-ce que tu choisis Cid et quand est-ce que c'est Sylvain? En fait, ça s'est dessiné différemment au fil de ma vie, tu vois. Quand on a une double identité, c'est toujours qu'on cherche un refuge. T'es schizophrène? Je pense pas. Je pense que c'est simplement une manière, en fait, peut-être de protéger ma vulnérabilité derrière quelque chose qui me permet de passer d'un domaine à l'autre en étant peut-être un tout petit peu moins vulnérable. Je sais pas. Mais ça a évolué au fil de ma vie, tu sais. J'ai commencé à m'appeler Cid, j'étais jeune ado. Ma mère m'a appelé comme ça, mon père m'a appelé comme ça. Et puis mon prénom d'origine, qui n'a jamais vraiment été utilisé d'ailleurs. Alors, je viens du sud de la France. Dans le sud de la France, tout le monde a des diminutifs. Comme chez les Russes. Et ouais, et c'est ça, c'est dingue d'ailleurs. Effectivement, on ne s'appelle jamais Olga, on s'appelle toujours Olé. Et ben voilà, quand on s'appelle Sylvain, on s'appelle peut-être plein de façons de le dire, mais tu vois, moi j'étais Vinou. Et donc, j'ai jamais vraiment porté ce prénom. Et puis, finalement, je l'ai gardé pour mon job d'universitaire. Ça me permettait, dans ce rôle-là, tu vois, d'avoir une identité. Et puis, quand on m'appelle le Cid, je sais que je suis autre chose. Et puis voilà. Bon. C'est fait comme ça. C'est fluide, hein. C'est vraiment le truc qui vient, qui part. Tu peux m'appeler comme tu veux. Bon, écoute, voilà, je vais d'abord t'appeler Monsieur le physicien atomiste. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je sais pas, ça fait très Tintin. On a marché sur la Lune, atomiste. Ça c'est une version française. Pour moi, russe, un physicien atomiste, c'est Dieu. Un atome pour un russe. Enfin, on n'a pas du tout la relation ridiculisée avec les scientifiques. Et toi qui connais la Russie, il confirme. En fait, non, je rebondissais parce que je suis physicien théoricien. Et c'est vrai que je m'intéresse à la physique atomique, mais la physique théorique, tu vois, c'est quelque chose quand même de très... ça couvre pas mal de domaines. Je me définirais plutôt, historiquement, parce que c'est plus trop ce que je fais maintenant, mais donc j'ai fait des années de physique théorique, j'ai fait des mathématiques pour la physique, je me suis intéressé à des choses qui ne sont pas forcément liées au nucléaire, tu vois. Voilà, j'ai fait de la physique quantique, j'ai fait de la physique statistique, je me suis intéressé à des modèles comme par exemple il y a plein de choses, hein, mais les problèmes d'ordre et de désordre dans la matière, les fractales, la structure des interfaces entre ce qu'on appelle des phases ordonnées ou désordonnées dans certains matériaux, les transitions de phase, les codes correcteurs d'erreurs pour les ordinateurs quantiques. Tu vois, le théoricien, il peut... parce qu'en fait, son outil commun, son langage, c'est les mathématiques. En fait, finalement, il peut s'intéresser à pas mal de domaines qui sont assez contigus. Mais j'ai jamais travaillé dans un accélérateur de particules, par exemple, même si j'aurais adoré. Et encore moins sur je sais pas, des réacteurs à fission. Mais voilà, c'était juste la petite note. Je tenais à inviter au Globe un scientifique. C'est peut-être ma façon de vivre... l'époque de Covid. J'ai l'impression que d'un côté, les scientifiques nous ont envahis et c'est presque une dystopie. On vit dans la dictature des scientifiques qui sont
un peu contestable, mais c'est un très beau sujet de dystopie. Alors tu vois, c'est bien que tu dises ça parce que donc, je ne fais plus de physique théorique. Mais tu es philosophe. Il se trouve que j'avais un double background quand j'ai fait mes études. Donc j'ai fait un peu de philosophie politique, un peu de philosophie morale, comme on dit. J'ai pas continué, mais je me suis intéressé à ça pendant quelques années. Puis donc je suis revenu à ça à cause de quoi? J'ai passé ma thèse de physique il y a une quinzaine d'années. Je me suis assez vite retrouvé, je suis passé d'un laboratoire de physiciens théoriciens qui faisait de la cosmologie par exemple, ou des choses comme ça, hein, à un laboratoire de chercheurs en ingénierie. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que, comme tu le dis, en fait, tu vas voir comment ça se connecte. Finalement, le chercheur en ingénierie est généralement assez peu politisé, au sens de la responsabilité de son travail de chercheur, ce qui pourrait être, pourquoi pas après tout. Mais moi, ça m'a interpellé, et puis au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de gens qui travaillaient sur la question de la responsabilité, pas simplement l'éthique, hein, mais la philosophie qui entoure notre rapport à l'objet technique. Or cet objet technique, au sens le plus large, et là-dedans on peut mettre même les vaccins, les médicaments, l'Internet, enfin, c'est très très large la notion d'objet technique. Notre rapport à l'objet technique, il est, je ne dis pas que personne qui atteint, il y a des penseurs, hein, il y a des gens comme Bernard Stiegler par exemple qui ont beaucoup travaillé là-dessus, mais je trouvais assez stimulant de le faire de l'intérieur d'un laboratoire d'ingénieurs. J'ai une espèce de poste d'observation, mes collègues quand ils vont entendre ça, ils vont rigoler. Vous savez que j'ai un poste d'observation de l'intérieur. Donc depuis une petite dizaine d'années, je m'intéresse à cette question qu'on pourrait englober sous le vocable de philosophie des techniques, qui regroupe par exemple la question de notre aliénation aux objets techniques, aux automates, aux algorithmes, à tous ces mécanismes électroniques qui décident quand même pas mal de choses pour nous au quotidien. Et puis après, comme je suis aussi artiste, je me suis intéressé à la question de la créativité dans la machine, par exemple les logiciels de composition de musique par intelligence artificielle, la question aussi de la créativité. Qu'est-ce que c'est qu'être créatif? En fait, c'est quoi un artiste finalement? Et est-ce qu'on peut arriver à mettre cette démarche artistique dans une machine, dans un algorithme, partiellement, complètement? Et puis à partir de là, une question qui est assez naturelle finalement, c'est qu'est-ce qui anime les ingénieurs qui ont envie de mettre des artistes dans des machines? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont athées. Peut-être. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est possible, oui. Art, c'est quand même quelque chose de divin. Ouais. Sinon, Bach, il construit la musique qui est très calculée, mais après, il y a une petite note... il y a le truc qui n'est pas calculatoire. Qui n'est pas... Ben oui, ce que moi j'appelle la part maudite, quoi. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois... moi, je me suis intéressé à la Russie à la suite d'une rencontre avec une artiste russe qui s'appelle Olga Kisseleva, que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années. C'est comme ça que alors Olga, elle est les femmes russes. Voilà, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose dans la culture russe qui m'a tout de suite plu dans cet espace, peut-être asiatique d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de mélange assez fort là-dedans. Cet espace asiatique qui vient complètement entrechoquer la rationalité du bout ouest de l'Europe, quoi. Si on dessine quelque chose d'européen, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui partirait presque des États-Unis et de la France dans cette hyper-rationalité, puis alors hop, t'arrives comme ça au monde slave, t'arrives chez les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, les Ukrainiens, puis alors, et petit à petit, tu sens qu'il y a ce truc-là irrationnel qui se glisse, cette part cosmique. Et moi, ça m'a plu parce que finalement, c'est peut-être la manière la plus intéressante d'envisager l'interaction art et science. Tu vois, c'est ça, quoi. C'est cet endroit où finalement, tout n'est pas calculatoire, tout n'est pas calculable. D'accord. Voilà, c'est ça qui anime un peu mon travail de chercheur. En fait, tu vis, si Vavilov, un autre scientifique russe, a défini qu'on vit dans la biosphère. Toi, tu vis dans autre chose que la biosphère, tu vis parmi les machines, si je comprends bien. Ouais. Quelle est ta relation avec... D'ailleurs, comment s'appelle ce monde qui n'est pas la biosphère, mais qui est... On vit où, là? L'algosphère, c'est ça? Parmi nos téléphones, nos machines. En fait, moi je pourrais l'appeler l'algosphère. Après, c'est très discuté, hein, cette définition du mot algorithme, par les informaticiens eux-mêmes, quoi. Si on dit qu'un algorithme, c'est un ensemble d'étapes logiques qui permettent d'aboutir à un résultat à partir d'une question ou d'un problème, alors finalement, la majorité des dispositifs électroniques et informatiques autour de nous, ils fonctionnent avec cette espèce de recette. Donc moi, je pourrais l'appeler une algosphère dans le sens où
finalement, on est entouré de recettes de cuisine, quoi, tu vois, de procédés. Tu arrives dans un aéroport, tu as une machine qui te filme, qui prend ton visage, le pixelise. Elle a un ensemble de tâches qu'elle effectue à partir de ça. Et puis à la fin, il y a peut-être un nom de quelqu'un qui est fiché pour terrorisme. Tu vois, je caricature un peu, quoi. Mais finalement, tu vas retirer... C'est un peu ce que oui, tu vas tirer de l'argent à un distributeur de banque. Il va vérifier combien tu as tiré d'argent déjà ce mois-ci. Est-ce que tu as fait des retraits à l'autre bout du monde d'un coup sans explication? Paf, il bloque ton compte. C'est pas normal. Pourquoi tu es allé tirer de l'argent d'un coup à l'autre bout de la planète alors que tu es censé être ici? Bim. Donc l'algorithme vient de faire une hypothèse sur ton comportement en se disant, les gens, la plupart du temps, ils sont nomades. Et quand ils se déplacent en voyage, c'est au mois de juillet. Là, on n'est pas au mois de juillet, en plein mois d'avril. Il vient retirer de l'argent à San Francisco, comme ça, en plein milieu de la journée, alors qu'apparemment il habite à Paris. C'est une fraude. Et toi qui es scientifique et intellectuel en même temps, je viens de dire une connerie, est-ce qu'on peut être plus intelligent qu'algorithme? En fait, est-ce que c'est comparable? Je pose la question, je ne sais pas. C'est quoi si en fait on vit dans une époque et dans une ère où tout est géré par des algorithmes, notre intelligence, elle est où? On peut être plus intelligent que l'algorithme, on est définitivement foutu et il faut qu'on se réduise à la machine. Regarde. Oui. En fait, déjà un algorithme, ou disons une machine combinatoire, je ne sais pas comment on appelle ça, peu importe, un computer, on s'en fout. En général, tu auras remarqué qu'ils ne sont pas doués de beaucoup d'ironie. Donc on peut déjà être ironique, eux ne pourront pas être ironiques à notre place. Tu penses que les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui sont doués de l'ironie? De moins en moins. Tu vois, ils imitent. L'idiot international n'est plus possible. Ils imitent les machines. L'idiot international a vécu que 50 ans. Et aujourd'hui, c'est un concept que tu ne peux plus réanimer. Moi, je crois beaucoup à deux choses qui nous sauvent. Le bug et le retour de balancier. Ah, raconte-moi. Le bug, c'est le fait que quoi qu'on fasse en tant qu'être humain pour perfectionner notre rapport à la nature, au monde réel, on va dire. Là-dedans, je mets... Parce que finalement, les machines, c'est des produits naturels qu'on a fini par transformer. Et on pourrait se dire que voilà, ils font partie finalement de la sphère humaine, quoi. L'homme, il a toujours vécu avec des prothèses autour de lui. Et puis... et donc... j'ai en train de perdre le fil, pardon. Et au fond... Il y a toujours une espèce de fantasme de perfection dans ce rapport à ces machines. Elles doivent toujours être parfaites, elles ne doivent pas... tu vois, la façon, par exemple, les liaisons téléphoniques ont été améliorées au fil des décennies. D'abord, le téléphone filaire, et puis ensuite le téléphone sans fil. En fait, il y a eu un travail constant et d'ailleurs assez remarquable, tu vois, de perfectionnement de ces dispositifs. Il faut qu'il y ait de moins en moins d'erreurs, que la compréhension soit meilleure à chaque fois. Mais en fait, il y a toujours des bugs qui se glissent là-dedans. Il y a toujours un truc, il y a toujours un bug de calcul qui fait que le truc, il y a toujours un jour où ça ne marche pas. Tu vois, il n'y a pas encore longtemps, c'est pas drôle, évidemment, que les appels d'urgence n'aient pas fonctionné, c'est une catastrophe, mais ce que je veux dire par là, c'est presque une... Mais ça fait partie de la vie, au fait. En fait, c'est ça. Ok, c'est extrêmement dramatique ce qui s'est passé, évidemment. Mais c'est la vie. Il y a quelque chose... C'est la vie. Ce qui est une manière de dire qu'il y a quelque chose d'inévitable dans le fait que les choses ne marchent jamais exactement comme on voudrait qu'elles marchent. C'est pas possible. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas chercher à l'éviter, hein. J'ai jamais dit ça. Les catastrophes aériennes, c'est souvent un mélange d'une erreur humaine, d'un bug de machine. Voilà. Parfois, ces bugs, ils sont vraiment catastrophiques, vraiment des drames. Mais d'une certaine manière, ils font partie de notre rapport au réel. Qu'il y a quelque chose d'une forme de l'humilité à avoir face à ces dispositifs qu'on façonne autour de nous, qui sont d'ailleurs ultra complexes. Je mets quiconque au défi d'arriver à comprendre comment est fichu, globalement, le système de transfert des appels d'urgence. J'imagine que c'est ultra compliqué. Et pareil pour une automobile, un avion, toutes ces choses-là sont extrêmement complexes. Ce que je dis, c'est que
enfin qu'on me comprenne bien, hein, c'est une posture presque cynique à l'ancienne, c'est-à-dire une forme d'acceptation que autour de nous, voilà, les choses, elles bug parfois, et d'une certaine manière, à d'autres moments, ça nous sauve aussi. Je veux dire, c'est le bug qui fait que parfois le dispositif de surveillance du KGB, il marche pas exactement. Pourquoi ils n'auraient pas de bug, eux, finalement? Pourquoi ils seraient les seuls à être à l'abri des bugs? Donc probablement aussi des logiciels qui bug. Bah, c'est au niveau intellectuel que ça bug. Ah oui, d'accord. Peut-être que... Et alors après, donc, le deuxième truc, c'est le retour de balancier, c'est que si on regarde bien en fait l'évolution des mœurs, par exemple, sur ces dernières décennies, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre, comment je pourrais dire, tu vois, comme un essaim, on se dirige dans une direction, tout le monde va dans cette direction, et puis finalement, à un moment, bon... Il y a quelque chose de l'ordre du flux et du reflux qui s'installe. Et puis le retour de balancier, c'est que tout à coup, les gens se rendent compte que l'essaim est allé intégralement dans une direction et ça rebondit et ça part dans une autre direction. Et au fond, ça prend généralement moins de temps qu'on croit pour être dans ce flux et ce reflux. Ce qui est d'ailleurs la caractéristique en général des sociétés où les choses sont assez extrêmes, exacerbées. Hein, il y a, au fond, peut-être ce que certains appellent la pensée unique, je ne sais pas, mais la pensée unique, elle dure jamais très longtemps dans la même direction, si on regarde bien. Et toujours, elle rebondit. En fait, c'est aussi la question de la radicalité. Il y a toujours très très peu de gens qui, par définition, sont radicaux et singuliers. Tu vois, des gens qui, à un moment, déplacent cette espèce de dessin. Alors, ils en sortent, ils vont aller ailleurs, et puis les choses se déplacent comme ça, souvent aussi par mimétisme, ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais, hein, je ne dis pas. Mais en fait, il faut avoir confiance aussi dans cette dynamique-là. D'abord parce qu'on se lasse de tout, hein, même des plus belles choses. Non, le problème, c'est que, en tant que Russe, je peux te dire que j'ai vécu longtemps dans... le parti d'un balancier. Je suis venu ici à la recherche de l'autre côté de balancier. Et voilà que le balancier, et je me retrouve dans du... Rattrapé par le balancier. Dans du déjà-vu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai l'impression que la France vit aujourd'hui, enfin l'Europe vit aujourd'hui ce que les Russes ont cherché à échapper avec la fin du communisme. Et on se retrouve de nouveau, c'est désespérant. Mais bon. Non mais développe. Mais parce que j'ai l'impression que qu'on retourne vers le bolchevisme dans la... Ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que dire communisme, ça veut rien dire. Ici, on ne comprend pas ce que je dis. J'ai envie d'expliquer que, pour moi, la révolution russe, c'était pas une révolution, c'était une espèce de concours de circonstances qui a libéré une espèce de pègre, on appelle ça bolchevique, parce que, somme toute, c'était une pègre qui a simplement pris le pouvoir. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que avec ce qu'on appelle la violence, il y a une montée de pègre intellectuelle qui me rappelle terriblement ce qui s'est passé en Russie et ce que l'Occident longtemps a appelé d'un noble nom de révolution, qui n'en était pas une. Voilà. Et j'ai l'impression de... Parce que chez nous, chez les Russes, il y a comme une espèce de terreur de revivre ça. Et on connaît les gens qui ont vécu ça. Mais donc, attends, que je comprenne bien, cette pègre intellectuelle, ça serait... C'est quoi? Non, pour toi, c'est une incarnation de la pensée unique? C'est des analphabètes qui prennent le pouvoir. Et c'est des incultes, voilà, ils vont gagner parce qu'ils sont forts. Et puis, ils n'ont pas de morale. Ils sont athées. Ils sont... Voilà, c'est... Et pour moi, c'est acté, c'est fait. Après, quelqu'un que tu viens de citer il y a quelques minutes, mais je dis à la Russe, Bernard, comment tu le prononces son nom? Stigler. Bernard Stiegler. Stiegler, tu dis. Oui, Bernard Stiegler, lui, il a dit que l'Europe était foutue. Aussi, en tant que philosophe. Ouais. Mais bon, après, l'histoire, elle n'est pas finie, quoi. Hein. C'est que,
En fait, alors moi j'inscris toujours ça aussi dans une histoire du libéralisme. C'est que le libéralisme, il n'est pas né il y a 30 ou 40 ans. Il s'inscrit dans une histoire de l'Occident, quoi. Il est né petit à petit, par bribes, au XVIIe siècle, d'abord, hein, enfin, les soubresauts des fins de guerre de religion. La question aussi fondamentale de la démocratie, enfin, du pouvoir du peuple, qui est complexe, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'était quelque chose qui était assez identifié même par les penseurs, enfin les philosophes politiques du XVIIIe siècle. C'est compliqué aussi ce que devient la démocratie, et puis surtout la démocratie, c'est une chose fragile. C'est un truc, c'est pas du tout naturel je crois, hein, vraiment, pour un être humain. Le fonctionnement démocratique, c'est pas un truc naturel. C'est quand même compliqué de se dire qu'on doit faire émerger un consensus avec plein de gens, qu'il y a une question d'altérité là-dedans. C'est difficile d'être comme ça, de croire dans une espèce de naïveté hallucinante que tout le monde peut se mettre d'accord, mais il y a toujours des tensions. C'est assez conflictuel, en fait, l'espace politique, quoi. Donc déjà, en dehors de toute considération géopolitique particulière, c'est une structure complexe, la démocratie, dans le sens où c'est pas donné comme ça, quoi. Donc le fait de continuer à la faire vivre, à la faire exister avec des espaces de singularité, vraiment au sens, je pense, de manière singulière, et ma parole est entendue, et elle existe dans un espace politique potentiellement conflictuel. Peut-être qu'il faut aussi là-dedans questionner le fait que le conflit, il est essentiel à la démocratie, quoi. Le désaccord, le conflit, la tension, quelque chose qui parfois peut prendre des atours passionnés, je ne sais pas. Donc est-ce que ça se joue pas aussi à ce niveau-là, tu vois, de se dire que la négation du conflit dans l'espace de l'agora politique est un poison pour la démocratie, peut-être. Ensuite, je constate que l'attitude consistant à... Alors pour moi, ça c'est vraiment une conviction que j'ai depuis assez longtemps. Je suis vraiment favorable au débat. Je pense que la question du débat, y compris dans le débat avec sa tension qu'elle porte, il est fondamental. Alors c'est vrai que je suis peut-être très idéaliste en disant ça. Moi, je reste vraiment convaincu qu'on peut arriver à inclure tout le monde dans l'espace démocratique. Je suis vraiment convaincu de ça. Mais si je ne l'étais pas, je pense que je ne serais pas devenu prof. Parce que quand on devient enseignant, on est convaincu de la possibilité de transmettre à tous. Sinon, on ne fait pas ce boulot. Ou alors, on n'a pas la vocation de le faire. Alors, je crois vraiment à cela. Alors, je sais que autour de moi, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'une part du peuple, entre guillemets, est perdue pour le débat politique. Je dis ça parce que je pense vraiment que c'est quoi l'expression consacrée, diaboliser une partie de l'échiquier politique, finalement, peut être efficace à court terme, mais à long terme, je suis presque persuadé qu'on le paye un jour ou l'autre. L'attitude consistant à dire, écoutez, on vous écoute pas parce que de toute façon, ce que vous pensez, c'est de la merde. À long terme, ça fonctionne pas. Parce que ça annule toute velléité, en fait, de débat, y compris avec la part, encore une fois, conflictuelle que ça peut porter. C'est très difficile, évidemment, d'argumenter avec des gens qui sont complètement réfractaires à notre propre rationalité. Mais au fond, on peut dire, est-ce que c'est pas aussi ça, le jeu politique? Est-ce que c'est pas se dire, ok, moi, je pense, mais mordicus, que c'est comme ça que ça doit être, et je suis convaincu de la vérité de mon raisonnement, mais bon, la vie sur Terre, c'est pas ça, quoi. C'est pas juste des raisonnements scientifiques, quoi. Se joue là-dedans, justement, tout l'irrationnel du choix politique, c'est aussi regarder des gens en se disant, putain, mais je comprends pas pourquoi ils décident ça. C'est pas logique. Mais non, finalement, c'est pas logique, mais c'est ça la vie sur Terre. Et tout n'est pas logique. La plupart des choses qu'on fait sur Terre ne sont pas logiques. Leur donner comme ça une espèce d'enveloppe logique conduit assez rapidement, finalement, à annihiler toute forme de débat, de discussion politique dans sa nature profonde, avec sa puissance conflictuelle, quoi. Voilà. Mais du coup, tu votes? Bien sûr. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que tu dis qu'il faut laisser chacun s'exprimer, et du coup, quand tu votes pour quelqu'un... C'est pas juste laisser chacun s'exprimer, pardon. Tu votes forcément contre quelqu'un. Et d'ailleurs, la France, pendant des années, vote toujours contre et pas pour. Ouais. Mais pas est-ce que ça a un sens encore? Non, mais d'ailleurs, les gens ne font pas que voter contre. Même quand ils votent pour,
c'est presque comme une conjuration du plaisir qu'ils pourraient avoir à se satisfaire que la personne pour laquelle ils ont voté soit élue. Ce qui faisait dire à Lacan d'ailleurs que les Français se choisissent un nouveau maître à chaque fois pour mieux l'abattre. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hypocondrie là-dedans, en fait, dans le fait, enfin une forme d'hystérie, quoi, dans le fait de dire dégage, je veux quelqu'un d'autre. Et puis quand quelqu'un d'autre est arrivé, d'être très rapidement complètement mécontent, de râler, de vouloir qu'il disparaisse. Mais bon, au fond, on pourrait aussi prendre le point de vue inverse et se dire, cette râlerie, c'est la preuve d'une vitalité démocratique. Je ne sais pas, après tout, pourquoi pas. Je pose toutes ces questions parce que la façon dont tu parles de la politique, elle est très ludique et très drôle. Et en plus, tu es créateur d'un parti politique. Ouais, co-créateur. Ouais, dis s'il te plaît, enlève ta main parce qu'il y a la... Ouais. Voilà. Comment s'appelle ta parti politique? Le putain. Le parti faire un tour. Ouais, le parti faire un tour. Comme son nom l'indique, c'est un parti... Et tu votes en général, je vote en démocratie. Non, mais surtout qu'en général, j'ai créé ce parti essentiellement, enfin, avec mon ami Gaspard Delanoë et quelques autres amis, parce que je ne savais pas pour qui voter. Je me suis dit, au moins, je voterai pour moi. Ah, tu vois, donc ma question, elle n'est pas... C'est pas un plouc. Et quand tu piques... Parti faire un tour, qui est d'ailleurs un parti révolutionnaire, puisque comme son nom l'indique, faire un tour... C'est faire une révolution. L'escalier à deux révolutions. Voilà, l'escalier à deux révolutions, c'est en fait c'est deux tours, c'est ça? Ouais, 2 tours. Là, il en suffit d'un. D'accord. Une révolution, donc un tour, littéralement, sur soi-même. Et pardon, j'ai écouté le programme sur le site de ton parti. J'ai écouté le programme. C'est en anglais. En 2 mots en français pour nous autres. C'était en anglais? Je pense. Ah oui, non, en fait, c'est parce que... Sous-titré en français, mais je suis tombée avec sur des sous-titres qui n'ont rien à voir avec... Il veut être impérialiste, il fait son programme en anglais. Complètement. C'est nouveau Napoléon. Oui, c'est ça. Pour les ploucs qui ne parlent pas anglais, tu peux nous... Le parti faire un tour est donc, comme son nom l'indique, un parti révolutionnaire. Alors, c'est un parti qui... ne comporte pas de militants, mais exclusivement des agents dormants, étant entendu que autant... Dixit DST ou Dixit KGB Non, Dixit nous, des agents dormants, puisque autant l'homme descend du singe et le militant du put descend du songe, lui. Voilà. Et non, mais c'est tout le programme, c'est tout. Il y a une manière de remettre de la poésie dans la vie politique. Ouais. J'ai adoré le clip. On a repris la chanson Stay de Rihanna, c'est ça Now, tell us now, Brexit or remain. Avec des paroles qui demandaient aux Anglais de rester. Puis d'ailleurs, on avait prévu une deuxième version qui était une reprise de Janis Joplin, qui est... alors, j'ai plus le titre d'ailleurs, qui était l'inverse, You Can Go Away, c'est ça. Et donc, on a fait 2 reprises, quelques mois avant le vote d'ailleurs. Au cas où. Au cas où, ouais. C'est très putassier, ça, en fait. C'est-à-dire que, donc moi, j'ai toujours ce groupe, mais... C'est en même temps, en fait, t'es un autre en même temps. Oh, au cas où. Quelle horreur. Affreux. Donc j'avais un groupe de pop qui s'appelait Pink Nose Party, qui était assez actif, qui existe toujours, mais qui est un petit peu moins actif. Et il se trouve que notre label était anglais, donc et le patron du label était pro-Brexit, donc pour lui faire la nique un peu, je lui ai proposé ce clip, voilà, qui était donc Stay, voilà. D'accord. Ouais, We Want You to Stay. Donc, on est toujours à la présentation, en fait. Ouais, donc là on était au put. Et physicien, artiste, philosophe, et putien. Mais t'es président ou t'es qui dans le parti? Je suis un des agents dormants. En général, je suis le spécialiste des slogans. Mais pour qui on vote alors? Si je veux voter, on vote pour toi ou pour un autre dormant? Ça dépend. Si tu veux voter aux élections, alors qu'est-ce qu'on a fait? On avait les élections régionales, on a fait les élections européennes. Votre région? Elle est où, la région de France? On a fait les élections municipales dans le 10e arrondissement, on a fait les législatives. Et pour nous autres pauvres de 16e, on fait les nouveaux pauvres de 16e. C'est foutu. C'est foutu. C'est mort. Non, c'est mort. Oh. Quelle tristesse. Voilà. Et donc pendant une dizaine d'années, on a été vraiment candidat à toutes les élections. Ouais.
Voilà, en faisant en général misérablement un millième de %, mais bon, voilà. Non, mais on va se mobiliser. On reste mobilisé. On a la librairie du Globe. Derrière nous, exactement. Les Russes globaux vont voter pour... Et on avait... attends, qu'est-ce qu'on avait donc oui, bah, en fait, on a commencé au municipal de 2008, avec d'ailleurs une mesure phare qui était des stations célib. 8 célibataires hommes, 8 célibataires femmes, attachés à des bornes en libre service, 30 premières minutes d'utilisation gratuite, qui était un petit peu la mesure phare de cette campagne, et également la réhabilitation d'une ligne de montgolfière entre Paris et Nanterre, je crois, de mémoire, permettant aux Parisiens de reprendre un petit peu de hauteur sur les choses. D'accord. Et tu fréquentes souvent les gens habillés en blanc qui donnent des pilules? Tu le vois, hein. Moi-même. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a fait une jolie campagne sur les européennes avec une adhésion factice du Liban à l'Union européenne. Donc on avait mis en scène devant le Palais du Luxembourg. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a eu une époque, donc ça devait être 2009 ou 2010, où il y avait sur les grilles du Palais du Luxembourg des photos décrivant les différents États de l'Union européenne. Nous, on avait fait une fake adhésion du Liban en invitant plusieurs amis libanais, des amis de la Laïc Pride d'ailleurs. Et voilà, donc on avait ensuite interviewé les passants pour avoir des réactions. Et ton coéquipier qui s'appelle Gaspard Delanoë, donc. Il est Delanoë de musicien ou de... Ni l'un ni l'autre. Ah oui, c'est le vrai Delanoë en revanche. Les autres sont des faux Delanoë. Le vrai Delanoë, c'est celui qui a fait la chanson de, je sais pas, de Claude François, c'est ça? Le vrai Delanoë, c'est Gaspard Delanoë. Les autres sont des faux Delanoë, évidemment des usurpateurs. C'est bien connu. C'est bien connu. Pardon. Pardon. Voilà. Plus sérieusement, quand est-ce que la France... On était très sérieux, hein. On était très sérieux finalement avec ce du parti. coup, la question sérieuse. Ouais. Quand est-ce que la France était démocratique, ne serait-ce qu'une semaine? C'était sous quelle présidence? Qu'est-ce que c'est que la démocratie en fait? Je ne sais pas, explique-moi. Moi, je suis soviétique, russe, je ne connais pas ça. Est-ce que finalement... Ok, revenons au fondement de la définition démocratique moderne. Elle suppose aussi que le sujet soit éclairé. Et qu'il soit donc, d'une certaine manière, un être de pure raison, capable de décider en âme et conscience, de choisir telle et telle personne. Mais ça fait l'impasse, évidemment. Ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, vous n'avez pas tout l'outillage aussi psychanalytique, ou peu importe comment on appelait ça, voilà. Dieu merci. Exactement. Bah oui, sinon c'était beaucoup plus drôle, d'ailleurs. On pouvait croire aussi aux choses, quoi. Ouais. Bah, évidemment, en fait, dans le choix démocratique, la rigueur qui devrait présider au choix, encore une fois, elle suppose que le sujet est un sujet de pure raison. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les gens sont des sujets de pure raison? Je ne sais pas. Non. Mais ma question était... Ils votent toujours finalement avec peut-être un déchirement interne, allez savoir. Ils arrivent dans l'isoloir en se disant ah non, bah finalement non. Pendant 6 mois, j'ai fait campagne auprès de mes amis pour un tel, non, finalement j'ai voté pour lui. Bon, c'est ce qui se passe d'habitude. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui changent d'avis pile dans l'isoloir. Mais du coup, quand est-ce que la France était pour toi... un tout petit peu véritablement démocratique, pour de vrai? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si, en fait, y a-t-il eu un seul pays qui a été vraiment démocratique une fois sur Terre? Je ne sais pas. C'est extrêmement difficile d'être véritablement démocratique. Ça voudrait, finalement, si on revient au fait de la... C'est quoi? C'est le pouvoir par le peuple. Ça veut dire quand même, au fond, que ça suppose l'émergence d'un espace politique où toi, à un moment, tu renonces à une partie de ce que tu voulais, parce que la vie en commun, c'est aussi accepter une petite soustraction de jouissance, je pourrais dire, parce que tout le monde n'est pas d'accord et que finalement, il va peut-être falloir trouver un point, un peu d'ancrage comme ça, où tout le monde arrive à peu près... Ce qui est une forme possible de démocratie, il y en a peut-être d'autres. Mais finalement, bon, allez, prenons la posture complètement inverse, la gouvernance radicale. Comment être... Vous voyez, finalement, on pourrait le poser autrement, la question. Comment être à la fois radical et gouverner dans une forme de radicalité absolue. C'est ce que fait Kim Jong-un, par exemple. L'anarchie qui est la mère de l'ordre. Par exemple. Bien la Corée du Nord, une autre forme de radicalité, quoi.
C'est sûr que c'est difficile d'être radical en démocratie, quoi. J'avais une illusion que... pour la première fois, j'ai voyagé dans l'Europe du Nord il y a un an. Et j'étais très étonnée parce que j'arrive dans une espèce de palace, enfin, quelque chose qui se veut palace. Et je vois que personne ne court prendre mes valises, ni me montrer ma chambre, ni rien. Et puis... le matin, personne n'arrive à ramasser le linge sale. J'avais normalement prévu donner mon chemisier pour... Enfin, il ne se passe rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Mais c'est quoi ces 5 étoiles? Et furieuse, je descends voir le concierge et il me dit, mais vous n'avez pas demandé. Si vous demandez, on vous porte les valises, on fait tout. Enfin, et je me suis rendu compte que l'Europe du Nord n'a jamais été féodale. Donc, ils sont beaucoup plus égaux que les autres Européens. Simplement, ils n'ont jamais eu une relation maître et vassal, féodale et vassale. Tu veux dire, enfin, en tout cas, pas, et du coup, pas si tu as besoin d'un service, tu demandes. Pas quelque chose qui aurait été formalisé, en tout cas. Mais si tu ne demandes pas, c'est que tu n'as pas besoin. Est-ce que c'est ça la démocratie? Parce que finalement, l'Europe qui est embourgeoisée jusqu'à... on veut se faire servir, tout le monde doit être aux petits soins, enfin voilà, et donc on est à milieu de la démocratie. C'est peut-être ça. Se faire porter ses valises sans le demander, est-ce que c'est pas le comble du romantisme? Je ne sais pas. Peut-être. Hein. C'est comme finalement quand on est en couple et qu'on voudrait absolument que l'autre devine qu'on a vraiment envie de ce truc-là au restaurant. Oui, c'est vrai de demander embrasse-moi, tout à fait, demander, fais ceci, fais cela. C'est tellement moins romantique. C'est pas sexy, oui. Fais-moi comme ci, plus vite, moins vite. Enfin, c'est porno hard. Oui, c'est ça, hein. Ouais, plus vite, moins vite. On va le résumer comme ça, si tu veux bien. Plus vite, moins vite. Ouais, donc le comble du romantisme, c'est vraiment d'obtenir les choses qu'on n'a pas demandées en ayant pensé très très fort. Donc finalement, la télépathie, c'est le truc romantique par excellence. C'est ça, quoi. Puisque tu es un artiste, parlons d'un sujet qui m'a choquée quand je suis venue en France adulte, c'est-à-dire à 25 ans, et que je me suis retrouvée à la télévision française. C'était mon premier boulot. Et je venais d'un pays qui venait d'éclater. Et on déposait une cassette Betacam chez le rédacteur en chef qui la mettait pour le visionnage sans regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. D'ailleurs, le rédacteur en chef s'éclatait lui aussi. Il découvrait tellement de surprises. Et tu arrives dans un pays où la censure était terrible. Hein. Enfin, et ça s'appelait la liberté de parole. Tu peux rien dire sans l'aval de ton entourage, de ton supérieur hiérarchique, du parti auquel appartient tel ou tel mass média. En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu peux dire de la censure et de la liberté d'expression et le vecteur que cette histoire prend aujourd'hui? Le vecteur, tu vas la direction. Le vecteur du mouvement. Non, mais c'est marrant parce que oui, si je dois te faire une réponse d'artiste, je peux soit te faire la réponse radicale en te disant qu'il n'y a pas, comme disait Foucault, de résistance sans pouvoir auquel résister. Donc ça peut être une posture radicale en se disant peu importe l'intensité du pouvoir et de ce pouvoir qui est installé parfois de manière complètement indicible, non explicitée, non visible. Je suis là pour résister et je résiste avec mon outillage d'artiste, c'est-à-dire peut-être aussi de manière assez peu explicite, dans la métaphore, dans cet espace poétique. C'est-à-dire pas forcément en faisant de l'art politique, je veux dire, ou en tout cas en faisant de l'art qui est politique sans jamais ne dire qu'il est politique. Ça peut être Mais c'est pour ça que je crois profondément à la puissance du bug. C'est une forme de résistance. En fait, tu comptes sur une machine. C'est démissionnaire, c'est pas du tout intellectuel. Tu penses que la machine va faire le travail pour toi. Ouais, enfin, il faut peut-être aller la coder de manière... La dissidence est due au mouvement électrique, au fusible. C'est vrai que les électrons... C'est démissionnaire. Les électrons... Ah ouais non, enfin, c'est-à-dire qu'au lieu de devenir dissident, toi, tu dis, bon, bah, je vais faire sauter les fusibles.
Il y a quelque chose... Ou alors c'est une diversion, non, tu peux les faire sauter. Attends, il y a quand même quelque chose d'actif dans le fait de devoir hacker une machine, par exemple. Tu vois, si on considère en tout cas que... Mais en fait, je crois vraiment au fait que le bug, il arrive plus vite et plus souvent qu'on croit. Ouais. C'est ça le truc. C'est que, en fait, il y a juste besoin d'attendre un peu. D'accord. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. J'ai pas dit ça. C'est simplement que parfois... Tu m'as demandé une réponse d'artiste. Hein. Après, Après, je vais te demander la réponse du philosophe et de physicien. Parce que, est-ce qu'il y a une liberté dans la science ? Et on revient à ce par quoi on a commencé. On vit dans la dictature des scientifiques ou dans la dystopie d'une tentation de dictature des scientifiques. Donc en fait, si je te fais une réponse du philosophe, ça va être le mix des deux. La réponse du physicien, au fond, c'est... Attends, je m'arrête sur la question de la dystopie. Oui. En fait, posons-nous d'abord la question de pourquoi un adolescent de 14 ou 15 ans décide de faire des études scientifiques. Parce que finalement, ces scientifiques, ce sont des gens qui le sont devenus. Hein. Donc, la façon dont ils se construisent un regard sur le monde, et ce regard, effectivement, qui potentiellement crée une dystopie. Je peux t'expliquer. Mon fils, 17 ans, a compris que tout ce qui est art et littérature, il l'a compris comme un enfant qui sent les choses. C'est pas intellectuellement. Il a compris que l'art, en tout cas l'art contemporain, c'est juste une attraction pour des attardés mentaux et qu'à 7 ans, on ne va plus au manège pour les mômes. D'accord. Et je pense qu'il a senti intellectuellement, instinctivement comme un nourrisson qu'on ne peut pas noyer, parce qu'on ne peut pas noyer un nourrisson. Il bloque, il a un réflexe. Donc un adolescent... s'il n'est pas très con, il sent la prostitution d'un faux intellect, d'une fausse noblesse intellectuelle qui est la littérature contemporaine, qui a juste un vocabulaire très pauvre. Hein, et donc il a décidé de partir vers des études de sciences. Du coup, il s'est tourné vers la science parce qu'il y a moins de mensonges. Et quand un scientifique parle, déjà, il a un vocabulaire plus riche qu'un écrivain. Contemporain, je dis. Non mais bon, ok, c'est intéressant, la question de la vérité. Donc c'est le rapport à une certaine vérité du monde. C'est vrai que la plupart de mes collègues, je pense, hein, sans me tromper, je vais leur laisser un droit de réponse sinon. Je pense qu'ils sont convaincus qu'il y a une vérité du monde, une vérité scientifique, quoi. Au fond... Mais c'est intéressant, c'est vrai, de le voir comme ça. L'espace poétique, il n'a pas de place dans la science, mais c'est normal, c'est très compliqué. En fait, quand tu fais une manip, une expérience, tu vois, tu fais des hypothèses, tu construis un modèle, tu récoltes des données, tu essaies de faire coller ces données à un modèle pour le valider, même si c'est... je sais pas, tu prends la loi de la gravitation de Newton, j'imagine bien qu'il a dû faire tout un paquet d'expériences pour valider ce truc-là. En plus, il devait être pas du tout convaincu de ça. Peut-être des matins, il se réveille en disant non, mais c'est n'importe quoi, en fait, c'est pas du tout comme ça, que ça doit pas être 1 sur R carré, ça doit être autre chose. Donc, au fond, je me suis toujours dit, d'ailleurs, d'une certaine manière, que quand tu es artiste, t'as pas de compte à rendre sur le réel. C'est peut-être ça qui fait la différence avec un scientifique. Dans le sens où, d'abord, quand tu construis une théorie scientifique ou un modèle, tu peux présager du fait qu'il sera utilisé à nouveau par plein d'autres gens pour produire encore d'autres choses. Donc, il faut plutôt qu'il soit fiable, qu'il y ait une espèce de vérité dans sa reproductibilité. Sinon, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand tu construis une œuvre d'art, c'est ta propre vérité, quoi. Donc c'est vrai que ça dénote d'un rapport au réel qui est complètement différent. Si je veux essayer de développer un modèle de l'ébullition de l'eau, j'imagine qu'il y a des gens qui sont passés par là au XVIIIe ou au XIXe siècle. Je dois faire plein d'expériences et puis je vais l'écrire et puis ça va servir à quelqu'un d'autre. Si je construis une œuvre d'art ou j'écris une pièce de théâtre ou je compose une symphonie, au fond, je ne construis rien dessus qui ait besoin d'une vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas inspirer d'autres artistes, mais on est dans un rapport différent à la vérité du monde. Ce que je dis par là, c'est qu'une grande majorité de scientifiques sont convaincus d'être dans une forme de recherche de vérité.
On plaisante pas pour eux. Ouais, je suis un peu ironique, mais je suis pas en train de les critiquer d'ailleurs, parce qu'au finalement on en profite bien quand même de tout ça. Hein. On a des voitures, des machines à laver, des avions, je sais pas, des téléphones, que sais-je, de quoi écouter de la musique aux quatre coins du globe, des instruments de musique électronique d'ailleurs, ce qui est assez génial, des synthétiseurs, des choses comme ça. Donc, mais je dis simplement que est-ce que l'espace, au fond, encore une fois, de l'agora politique aujourd'hui, il n'a pas été complètement phagocyté par ce discours d'une forme de vérité scientifique, comme si c'était le seul discours entendible, tu vois, ce qui ne veut pas dire qu'il faut critiquer la vérité scientifique. Est-ce que d'ailleurs on ne se trompe pas en voulant absolument à tout prix réhabiliter la vérité de la parole scientifique, plutôt que de dire, ok, dans l'espace politique, il y a un espace pour cette quête de vérité, mais aussi il doit y avoir un espace pour le poète. Sinon ça ne marche pas. D'accord. Comment tu t'es retrouvé en Russie pour la physique, à part la femme fatale? Les Oui. Quelle est... parce qu'après, au fond, je vais poser Alors, la je me question. suis retrouvé en Russie, ouais. mais je me suis retrouvé en ce qui d'ailleurs était à l'époque ukrainien. Je me suis retrouvé à Balaklava, en Crimée. D'accord. Of Krym. D'ailleurs, pour toi, c'est Russie ou Ukraine? C'est tatar. Allez, Bravo. bim, je botte en touche. Bravo. Je me suis retrouvé à faire un concert sous-marin dans une ancienne usine de réparation. Pardon tu peux... Je me suis retrouvé à faire un concert sous-marin dans l'usine de réparation de sous-marins de Balaklava, Oui. qui est une des anciennes usines de réparation des sous-marins de l'armée russe, et qui se trouve aussi être d'ailleurs un des sept monts de l'Olympe, hein, dans l'Iliade et l'Odyssée, tout le pourtour de la mer Noire. Je me suis retrouvé, c'était ma collaboration avec Olga Kiseleva, en fait. Elle m'avait mis en contact avec les gens qui organisaient ce festival mixed media, multimédia, art media, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui a duré quelques années. C'est un Polonais et un Allemand qui organisaient ça, à Sébastopol et Balaklava. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, entraîné dans ce projet, dans ce musée de la guerre froide qui se trouve donc dans la montagne là, de Balaklava. Et j'avais d'abord proposé d'ailleurs une autre performance que ce qu'on a fait. J'avais proposé de faire un concert pop avec mon groupe, donc Pinkness Party, dans un sous-marin, un ancien sous-marin soviétique qui était dans le port du Sébastopol. Bon, et ça coûtait apparemment trop cher en bribery, enfin voilà. Et donc finalement, on a développé quelques instruments étanches et on a joué dans la cale de réparation des sous-marins qui était immergée. Donc, on a joué un concert en l'honneur des Balaklaveks, qui étaient tous les gens qui ont été, les Tatars, qui ont été jetés par-dessus bord par Staline dans les début des années 50 dans la mer Noire et qui demandaient aussi à chanter un peu. Donc on a fait une musique en leur honneur. Voilà, exactement. On a fait un concert en l'honneur de ces Balaklaveks. Donc tu as connu la Russie à travers les Tatars d'abord. Oui, et puis après je me suis retrouvé à Moscou à l'invitation de Daria Parkhomenko, qui dirige le Laboratoire Arts et Sciences à Moscou. Oui, en tant que physicien. En tant qu'artiste, en tant qu'artiste collaborant avec Olga Kiseleva, on avait une œuvre qui s'appelait Crossworld. Mais parce qu'une partie de ma recherche universitaire, c'est vraiment la question des interactions entre art et science, où je propose aussi vraiment une approche d'artiste, quoi, donc qui est un travail de recherche en art en quelque sorte. Donc je me suis retrouvé comme ça, invité pour une exposition par Daria Parkhomenko. Quelle année c'était? 2010. Ah d'accord, donc voilà. C'était... Oui. Et donc c'était d'ailleurs en plein milieu du projet de DAO qui était en train de commencer à Kharkov, c'est ça? Voilà, où quelque temps on a été... Olga, je sais qu'elle est allée à Kharkov et puis ensuite le projet est passé dans d'autres mains. Et je n'ai plus entendu parler de ce projet, mais bon, en tout cas, pendant quelques mois, j'étais intégré à ce projet-là et puis qui était assez séduisant d'ailleurs, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, tel que ça m'a été présenté, tu sais, tu vas arriver là-dedans. C'était bonne, mais bon, enfin, je pense que c'était un flop. Hein. Après, le projet a été récupéré, je crois, par d'autres personnes, ou bien il est resté en ses mains, mais il y a d'autres personnes qui ont... En tout cas, ce que j'ai vu à Paris, pour moi, c'était Moi, je ne suis pas allé voir Dao, parce que j'étais vexé, en fait. Moi, je suis allée, mais... moi, quand je suis vexé, après, je suis vexé. Ouais, pourquoi tu étais vexé? Parce que je n'étais pas dedans, quoi. C'était extrêmement vexant. Non, je plaisante. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la Russie, oui. Enfin, après, j'ai aussi du coup beaucoup d'amis russes, quoi, à Paris. Donc,
Et cette... J'ai aussi découvert à travers ça, excuse-moi je termine là-dessus, mais je sous-estimais complètement la composante asiatique en fait de la culture russe. Parle de ça s'il te plaît, parce que... En fait, je suis vraiment un vrai Européen. J'ai grandi sur la frontière allemande, à Strasbourg, enfin à la frontière suisse puis la frontière allemande. J'ai vécu en Allemagne, d'ailleurs je vis encore en Allemagne aujourd'hui partiellement. J'ai vécu aux Pays-Bas. Et j'ai vraiment un regard très européen, au sens moins politique du terme que culturel. Je parle pratiquement 10 langues européennes, donc j'ai vraiment au fil des années essayé d'apprendre successivement l'italien, le néerlandais, le suédois, l'espagnol. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de me faire aussi une culture européenne qui commence par les langues. Mais néanmoins, je reste quand même, je pense, longtemps, je suis resté viscéralement rationnel. Alors c'est peut-être ma formation de scientifique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de français là-dedans. Ou d'ailleurs aussi peut-être d'américain, même si les Américains ils ont une ambivalence qui est ailleurs, je trouve. Mais néanmoins, à cause de la place peut-être de la religion qui est différente de chez nous. Mais je dirais que quand j'ai fait mes études de sciences, à 20-25 ans, j'étais extrêmement rationnel. Et j'avais peut-être du mal à envisager une autre interaction possible entre... J'ai envie de dire la science et l'ésotérisme ou le cosmisme. Moi, je l'appellerais plutôt le cosmisme russe. Et puis, bon, bah voilà, après, les choses ont... Et donc, tu parlais du côté asiatique. Mais c'est ça, ce que je trouve, ce côté asiatique qui est une forme de... Oui, de cosmisme, quelque chose qui fait que... ça va peut-être paraître, je sais pas, très bateau ce que je veux dire, mais la poésie un peu partout. Il y a une forme de poésie dans toutes les choses. Mais on est asiate. Moi, je suis une femme asiatique. Hein. Je suis pas, je ne me sens pas européenne du tout. C'est peut-être, enfin, on dit, c'est peut-être notre côté barbare, mais après, faut-il... mais tu vois, ça m'a aidé. Qui est barbare et qui est civilisé. Hier, je parlais avec un jeune homme qui est dont la chaîne YouTube s'appelle Les barbares civilisés. Et je ne sais pas qui est barbare, qui est civilisé. Mais c'est vrai qu'on est des Asiates. Hein, mais ça m'a aidé finalement à reconsidérer mon regard sur l'Europe, surtout depuis que l'Union européenne s'est élargie aux peuples slaves. Et je trouve qu'on est un joli triangle, avec les Germains, les Slaves et les Latins. Je trouve ça assez joli. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Je trouve qu'être sorti de cette... Tu penses qu'il est encore possible, ce triangle ? Oui, plus que jamais. Je crois vraiment qu'en fait, les Slaves, ils nous ont permis de sortir de la dialectique entre les Latins et les Germains. Et ça, c'est assez chouette. Et les Germains nous ont permis de sortir de la dialectique entre les Slaves et les Latins. La dialectique est héritée de la Grèce antique, quoi. Mais c'est peut-être aussi ma culture qui fait ça. Tu sais, j'ai fait du grec ancien à l'école, je suis vraiment passionné de théâtre antique, donc j'ai toujours eu ce regard peut-être excessivement historique. Et puis après, je prétends quand même assez bien connaître les Européens, parce que d'abord j'ai plein d'amis européens, j'ai vécu à plusieurs endroits, et j'essaie de comprendre en fait comment fonctionnent les gens. Évidemment, on ne fonctionne pas tous pareil, mais tu sais, entre un Alsacien, un Marseillais, un Toulousain, un Breton, ça ne fonctionne pas toujours pareil non plus, quoi. Je veux dire que la France n'est pas un pays homogène, en fait. Ouais. Mais pourquoi les Russes sont toujours marginalisés ? Les Russes, pourquoi ils ont toujours été... Ils sont toujours marginalisés. On nous a jamais acceptés, finalement. Par exemple, tu penses dans la culture européenne ? Oui, moi ça fait 40 ans que je suis en France. Au fond, même plus. J'ai grandi à Paris non, j'ai jamais été acceptée par la France. Je le sens, on me le fait comprendre. Hein. Et donc l'ours russe revient toujours dans sa tanière, et c'est à travers les siècles. Tu penses que c'est quelque chose qui est... Je sais pas. Là où je te donne raison, c'est sur le fait que ce que je constate d'ailleurs, c'est que mes amis non français, ils n'ont pas beaucoup d'amis français, mais après, est-ce que je me demande toujours si c'est pas quelque chose d'exclusivement parisien? Est-ce que ça serait pareil dans d'autres villes françaises? Est-ce qu'il n'y a pas l'effet du mastodonte métropolitain? Je sais pas. Mais moi, je te parle au niveau politique. Tu vois, la Russie est systématiquement marginalisée à cause du régime, à cause de tsars, à cause de présidents, à cause de trucs, à cause de pactes germano-soviétiques. Mais on trouve toujours à cause des paquebots, à cause de... C'est dommage parce que... Il y a toujours une raison pour ne pas nous accepter. Finalement, le peuple, parce que il y a des mecs qui font des conneries, mais c'est le peuple qui n'est pas accepté. C'est toujours la même histoire. Et le peuple, finalement, est très vexé. Et du coup, il s'en va, il se retire. Ok, c'est marrant parce que j'ai pas cette lecture-là. J'ai peut-être j'ai un prisme, j'imagine,
Peut-être parce que je suis pas typiquement français, typiquement parisien, par exemple. Tu sais, j'insiste, j'ai grandi sur la frontière. Hein. Ça te change de grandir sur la frontière. T'es pas pareil. Bien sûr. T'es à cheval sur 2 pays déjà. Donc, t'es déjà différent. Bien sûr. Et puis, surtout à un endroit où il y a, tu vois, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, ça se rencontre. C'est vraiment, je sais pas, la rencontre des barbares civilisés, peut-être que je sais pas, ou l'héritage du Saint-Empire romain germanique. C'est quand même ce bout-là de terre, quand même tout petit. C'est tout petit l'Europe, c'est minuscule. Hein. Ouais. Tu regardes la taille du Canada ou de la Russie, c'est minuscule. Il y a de l'eau partout. C'est d'ailleurs quand même, c'est un peu le paradis des dieux, quoi, d'une certaine manière. C'est de l'eau partout. Ça veut dire que t'es jamais loin de la mer. T'as toujours des poissons à manger. Finalement, t'es quand même, j'ai pas envie de dire privilégié, mais t'as un peu de chance quand même. Si. C'est quand même assez cool, quoi, de se dire que je suis pas en train de dire que la vie était facile pour tout le monde, mais bon, ça veut dire que globalement, il y a beaucoup d'éléments probablement, sans être spécialiste, qui sont favorables à l'établissement de civilisation. Tu vois, tu te dis. Donc. Mais en fait, je rebondissais sur ce que tu disais. Enfin, j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas cette lecture-là. Peut-être parce que, en fait, j'ai beaucoup d'amis étrangers et qu'ils sont complètement intégrés à ma dynamique. Et donc, en fait, j'essaie d'accueillir l'altérité en moi, quoi. Donc, je suis pas du tout nationaliste. Enfin, même sans être extrême, j'ai vraiment du mal avec cette idée-là. Donc, mais bon, je vais essayer de réfléchir. Toi, en une personne, comme t'es physicien d'art. Tu veux que je te donne ma vision ésotérique du monde en tant que physicien? C'est quand même marrant, quoi. On est tous des atomes. Tu sais, j'imagine toujours... Ah non, mais ça, je sais, c'est déprimant. C'est terriblement déprimant. Non, regarde. Imagine un extraterrestre qui nous regarde de loin comme ça, sans avoir conscience de la frontière des individus. Tu vois, la frontière du corps. Oui. On pourrait se dire que c'est un seul organisme vivant qui fait des blobs de temps en temps. Et nous, on appelle ça des gens qui bougent, tu vois. Il y a plein de façons de voir la vie sur Terre, quoi. Tu vois, cette idée, au fond, c'est une vision volontairement un peu provocatrice, mais tu vois, elle est atomiste, quoi. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a des réactions chimiques sur cette planète, mais ça fait la vie, quoi. Non, mais bien sûr, mais bon, voilà. Qui est d'ailleurs ce truc extrêmement complexe. La vie, c'est complexe, quoi. C'est bien pour ça que ça fait quand même un paquet de temps... plusieurs centaines de millions d'années que ça fonctionne, milliards même. Non, bien sûr, d'autant plus, tous nos mouvements peuvent paraître ridicules, mais je voudrais en venir à un qui s'est formé il y a bien avant la Covid, je pense, hein, parce que, si je comprends bien, les grandes sociétés mondiales, des industriels, comprennent qu'on est en fin de système. Ils l'ont compris avant le virus. Qu'en fait, les banques, la prolétarisation des gens, enfin, la mondialisation, tout touche à sa fin. Quelque chose va craquer. Enfin, il suffit d'un petit truc et ça doit péter. Je ne sais pas si ça a vraiment pété avec le Covid. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça va péter d'ailleurs. Parce qu'il suffit d'une étincelle. C'est ce qu'on a vécu pendant la Covid. C'est que cette espèce de bouillon mondial de culture, finalement, ne fonctionne pas quand il y a un bug. Et du coup, il paraît que maintenant, il y a des artistes, des anthropologues, des physiciens, des économistes qui réfléchissent à comment doit être un nouveau système de gouvernance. Ah, d'accord, un autre système. Bah oui, parce que c'était un système un operating plus ou moins, system, quoi. oui, Un système informatique, quoi. Auquel on s'est habitué. Voilà, on apporte l'argent à la banque, les gens travaillent, on s'échange, on va au travail, on a le salaire, quelqu'un plus, quelqu'un moins, mais c'est ça le système. Et ça va être... Tu veux que je te lise l'avenir non, à ton avis, puisque tu réunis en une personne
ce que les comités de réflexion font, les think tanks. Ah, waouh! Oui, il y a des think tanks qui sont... qui se réunissent pour... Je suis hyper content d'avoir un think tank à moi tout seul, c'est génial. Toi, tu es un think tank à toi tout seul. Voilà, dommage que j'ai pas apporté les baskets de Gucci dans think tank. Bah oui. Voilà, donc toi, t'es un orchestre en un. À ton avis, quel sera le nouveau système de gouvernance Est-ce qu'on est en train de vivre la préparation de... En vrai, c'est pas très joyeux tout ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de souffrance, quoi. Énormément de souffrance. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que ma question, elle n'est pas du tout rigolote. Non, parce qu'il est évident qu'il se passe quelque chose. Oui. Il est évident qu'on n'est plus gouverné par ceux pour qui on vote. On est gouverné par autre chose. Hein. Qu'est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est Amazon? Est-ce que c'est l'algorithme qui réfléchit plus vite que nous? Attends, je te fais une réponse multilevel. La première, c'est un invariant anthropologique, comme je dis, c'est que on a tous été de tout temps gouverné par nos pulsions d'abord. Donc en fait, la vie en société qui suppose de soustraire un petit peu de quantité de cette gouvernance par la pulsion, que moi j'appelle la soustraction de jouissance, qui est l'espace finalement de frustration indispensable à la vie ensemble. C'est la première chose qui nous gouverne. Il est évident que le libéralisme ayant surfé d'une certaine manière sur la pulsion, d'abord parce que c'est vachement pratique pour vendre des trucs, hein. Il suffit de te titiller tout le temps sur tes pulsions de base pour que tu achètes. Enfin, je caricature un peu les choses, mais c'est ça au fond. Ensuite, parce que j'ai dit que c'était multilevel, il faut que je fasse mon multilevel. Bah vas-y. Ben ouais. Quel est l'espace dévolu à la pensée dans le monde actuel, enfin dans la vie quotidienne, au sens vraiment de la pensée dans toute sa dimension parfois lente, quoi. C'est-à-dire le fait que, d'ailleurs, finalement, quand tu es artiste ou quand tu es chercheur, c'est un truc que tu éprouves quotidiennement. Tu composes une chanson, ça va pas, c'est pas le bon truc. Tu l'as pas, tu reviens dessus 2 semaines après, le refrain va pas, les paroles, non, on a changé le truc dans l'autre sens. C'est ce mûrissement, tu vois, cette maturation qui est finalement notre rapport au monde, quoi, notre rapport au réel, elle a un temps incompressible. Et puis parfois c'est une maturation d'une vie, je veux dire, tu vois. Cet espace dévolu à la pensée, moi j'aime bien le mettre face aux gens qui finalement passent beaucoup de temps, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, à remplir des tableaux Excel avec des évaluations quantitatives, d'indicateurs, de mesures de performance. C'est marrant de mettre les deux face à face, quoi. Quelque chose d'absurde, tu vois. Quelque chose d'ultra absurde, quoi. Et au fond, tu te dis toujours qu'il y a un discours qui est lancinant dans l'Occident depuis très longtemps, qui est finalement, il y a un progrès permanent dont l'objectif est d'améliorer la vie sur Terre, c'est-à-dire qu'on se sente mieux, qu'on soit plus heureux, que ça soit plus confortable, qu'on soit en meilleure santé. C'est vrai, ce discours-là, qu'on pourrait qualifier par moments d'histoire de positiviste, il traverse un peu l'Occident depuis quelques siècles, ce discours de progrès technique. Finalement, les gens, ils en chient autant qu'avant. Hein. C'est terrible pour eux, quoi. Ils souffrent autant qu'avant. Qu'est-ce qu'on a raté dans l'histoire, là? On a raté un truc, non? C'était pas ça, le deal de départ. Là. Donc, en général, quand ça marche pas et qu'on est physicien, qu'est-ce qu'on fait? On change le modèle, par exemple, on dit okay, le modèle n'est pas bon, on construit une nouvelle théorie, enfin, on change d'approche du problème, quoi. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut changer, l'approche du problème. Mais là, je constate qu'on continue quand même pas mal à remplir des tableaux Excel. Hein. Donc, même dans le nouveau système, hein, encore peut-être même plus de tableaux Excel. D'accord. Donc, les tableaux Excel, finalement, c'est pas des tableaux de maître, hein, comme celui qui est derrière toi. Hein. C'est des tableaux vraiment avec des grilles, quoi, et des cases, hein, et beaucoup de cases à remplir. Ça rassure peut-être, probablement. Tu vois, tu parlais de dystopie scientifique, mais là-dedans, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, en fait. Hein. Si on arrive à mettre toutes les choses en équation, on peut tout prédire. C'est super. C'est hyper séduisant pour beaucoup de gens de pouvoir tout prédire. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, j'ai plus peur de rien. Tu vois, à l'université, je fais un cours
en master sur hasard, ordre, désordre et entropie, je ne sais plus comment je l'appelle désormais, où j'explique que en fait, le déterminisme en science, qui est un peu le fondement de la science occidentale, c'est le déterminisme. C'est finalement le fait que ton équation, tu vas la résoudre avec un certain nombre de conditions, elle te donnera toujours le même résultat. Et après, on s'est rendu compte au XIXe siècle que ça ne suffisait pas, il fallait rajouter les probabilités dans l'histoire pour décrire des choses qui sont trop difficiles à modéliser pour que ça soit déterministe. Et pourquoi la science est souvent déterministe? Pourquoi elle a besoin de ce déterminisme? Parce que, enfin, je dis toujours ça un peu en rigolant, mais il y a je sais pas, 50 000, 100 000 ans, c'était vachement pratique de savoir quand est-ce que le mammouth arrivait devant la grotte et à quelle heure à peu près. Et si tu pouvais le prédire, tu avais quand même plus de chances de survie. C'est sûr que demain, il fait pas beau, et je me souviens que la dernière fois quand il faisait pas beau, le mammouth, il n'était pas là. Enfin, et tu vois, au fond, il y a une forme de survie là-dedans. C'est super pratique, la science, dans sa capacité prédictive, pour assurer ta survie. Au fond, on pourrait dire que le hasard, le chaos, tout ça, c'est exactement l'inverse, c'est quand même associé à la mort, quoi. Si j'arrive pas à prédire ce qui va se passer, putain de merde, je vais peut-être pas survivre. Voilà. Donc il y a quelque chose d'obsédant là-dedans, dans le contrôle prédictif des choses. L'algorithme, c'est aussi ça. Les algorithmes de machine learning, enfin de deep learning ou d'intelligence artificielle, c'est quand même des machines finalement à avaler beaucoup de données pour te construire un modèle statistique qui va te permettre potentiellement de prédire dans des cas qui ne sont pas prévus au départ ce qui pourrait se passer. Enfin, ça ne sert pas que à ça, mais notamment. Donc ça s'articule super bien avec une névrose de contrôle, au fond. Tu vois, où, encore une fois, la part du poète, cette part peut-être un peu asiatique, enfin, dans le cadre où on en parlait tout à l'heure, elle a du mal à se glisser là-dedans. Oui. Il y a une forme aussi d'acceptation que les choses ne marchent pas toujours comme on a prévu, que ça dysfonctionne pas mal en fait. La plupart des choses, elles ne fonctionnent pas bien sur Terre. Si on les envisage à travers ce prisme, tu vois, de l'équation logique, des choses... Je vais t'en rajouter une couche, parce que tout à l'heure tu as dit que tu adores que tu parles le grec ancien. Enfin, tu as étudié, voilà, ouais. Et que tu adores le théâtre grec ancien. Tu sais, tu connais ce mouvement qui a pris naissance à Stanford, d'interdire le latin et le grec ancien dans les universités américaines. J'ai vaguement entendu parler de ça. C'est pas une prédiction. Hein. En fait, c'est aujourd'hui et maintenant. Un des carburants du libéralisme, c'est quand même... Alors ça, c'est pour le coup, c'est vraiment le cœur de mon travail universitaire. Enfin, je suis loin d'être le seul à dire ça. Hein. C'est au fond le mythe d'un individu qui est en quelque sorte auto-fondé. C'est-à-dire, j'arrive... Et avant moi, il n'existait rien. Donc, je suis un individu neuf, en quelque sorte. Et tu remarqueras que ça se compagne assez bien, d'ailleurs, avec tout ce vocabulaire de l'innovation, de la start-up. C'est-à-dire, au fond, on crée du nouveau à partir de maintenant. De rien, au fond, qui n'ait existé auparavant. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais dans ce fantasme d'individu auto-fondé, c'est comme si finalement je ne devais rien à ceux qui m'ont précédé. D'ailleurs, de manière assez amusante, il y a un domaine qui résiste à ça, et par définition, c'est la science. C'est très difficile de construire des lasers si je ne crois pas si je ne fais pas confiance plutôt à tous ceux qui avant moi ont travaillé sur l'émission spontanée, la forme des cavités optiques, les coefficients de résonance, les niveaux d'énergie dans les atomes, les inversions de population. J'ai obligé de faire confiance à tous ces gens qui m'ont précédé. Donc je ne veux pas là être un espèce d'individu neuf qui pourrait faire comme s'il n'y avait rien eu avant. Donc évidemment, on se rend compte que la science, parce que précisément elle est dans une fonction prédictive, c'est un des rares domaines où tu ne peux pas jouer à ce petit jeu-là. En disant, de toute façon, avant, c'était de la merde, on remet tout à zéro, et nous, vous allez voir ce qu'on va faire, ça va être brand new, et ça va être super. C'est bolchevique, ça. Et c'est la nouveauté. Et oui, il y a une forme d'ailleurs d'eschatologie quasi christique là-dedans. C'est vrai qu'il y a un grand récit du libéralisme et un grand récit de la révolution bolchevique qui se rejoignent complètement. D'ailleurs, c'est la fille d'ailleurs de Bernard Stiegler, Barbara Stiegler, qui l'écrit très bien dans... j'ai oublié le titre de son dernier ouvrage. Adaptez-vous, oui. C'est ça, adaptez-vous. Ouais. Au fond, mais
c'est intéressant quand même, tu vois cette idée que les gens croient à ce grand soir, ou bien croient à l'avènement d'un monde nouveau. Et il y a quelque chose, peut-être, allez, je vais tenter le truc, d'assez arrogant finalement dans cette idée que tout à coup, là, émergerait de nos mains quelque chose de tout à coup fantastique, alors que ça fait peut-être des millions d'années que les gens se tuent et essayer de le faire, ça ne marche pas trop. Là. Alors évidemment, on va me dire, mais toi, tu es pessimiste, parce qu'en fait, on y croit. En fait, il y a... Dans l'humilité face au passé, il y a juste peut-être aussi une forme de respect de l'invariant anthropologique. Au fond, on a un peu le même ADN qu'il y a 2-3 000 ans, ça n'a pas beaucoup changé. On est toujours tour à tour menteur, roublard, séducteur, on se met en colère. On se met toujours en colère, les gens se mettaient déjà en colère il y a 10 000 ans. On s'énerve, on n'est pas content, on se vexe, on fait la gueule, on tombe amoureux, on a envie de tromper l'autre parfois. Nous, ça a toujours existé, il y a une forme d'invariant anthropologique là-dedans. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est de croire qu'on va pouvoir y arriver quand même. Cette espèce d'affrontement entre les deux, cette espèce de conviction que, non, là, nous, on a vraiment la bonne perspective sur les choses. Nous, ça va marcher, quoi. Ouais. Voilà. Mais je trouve ça intéressant aussi, tu vois, cette espèce de réponse entre quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire longue. Il y a quand même des milliards d'humains qui nous ont précédés. Je crois 117 milliards, il me semble. On arrive après un petit paquet de gens. Donc je vois que tu n'es pas du tout bouddhiste, tu n'es pas du tout dans maintenant, tout de suite, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, hein, et il faut vivre que le présent, et que tu fais quand même partie des... J'aime bien ce proverbe arabe, je crois que c'est arabe, qui dit « Quand tu ne sais plus trop aller, regarde ton passé, il te guidera ouais. ». Mais en fait, c'est... Encore une fois, j'essaie juste de ne pas être manichéen. C'est de se dire que, d'abord, la nouveauté, elle nous nourrit au jour le jour, sachant que, évidemment, en fait, c'est intéressant de constater que d'un individu à l'autre, le curseur de désir de nouveauté, il varie. Il y a des gens qui ont besoin de nouveautés perpétuelles, et puis d'autres qui se contentent d'une petite nouveauté. Et puis finalement, voilà, chacun, en fonction de son éducation, de sa névrose familiale, on trouve un peu son curseur à l'endroit où il a envie de le mettre. Et d'ailleurs, on le jette dans ce monde-là qui lui impose d'avoir un curseur de nouveauté à fond tout le temps. Et des gens, ils ont du mal avec ça. C'est pas leur façon de fonctionner. Ils ont peut-être besoin de lenteur. On peut peut-être pas les emmerder avec ça non plus, quoi. Et puis, à côté de ça, c'est assez chouette de regarder tout ce que les gens ont fait avant nous, parce que d'abord, on en a hérité. On n'est pas arrivé dans ce monde sans rien. Il y avait déjà plein d'outils. Il y a des gens qui ont inventé la fourchette, le couteau et la cuillère. C'est quand même super pratique, hein. Voilà, si ça n'avait pas été inventé ce truc-là, je ne parle même pas des ordinateurs ou des téléphones, tu vois. Simplement le fait d'avoir des assiettes, une fourchette, un couteau, truc pour couper la viande. Le mec, je ne sais pas, il y en a un jour qui a dû bien se rendre compte qu'en faisant cramer de la viande, c'était meilleur. Il y en a un jour qui a commencé. Il y en a bien un, par définition, sur Terre. Je ne sais pas quand. Mais ce type-là, un jour, il est foutu, je ne sais pas, moi, son steak sur du feu, et puis ça sent vachement bon. Tu vois, et puis ensuite... C'était peut-être son pote. C'était peut-être son pote. C'est vrai. C'est peut-être le premier qui a fait cramer de la viande était cannibale. On va savoir. Terrible. Je me suis amusé à faire mon arbre. J'ai commencé à faire mon arbre généalogique il n'y a pas longtemps. Et alors ? Parce qu'en fait, mes parents vieillissent un peu, donc je me suis dit qu'il était temps que j'aille un peu les interviewer. Non, mais ça m'intéresse beaucoup la généalogie parce que en fait, quand tu fais des calculs assez simples du niveau d'un lycéen ou disons d'un élève de première année de fac de maths, tu arrives assez vite à quelques conclusions très intéressantes. Par exemple, il n'y a pas besoin de remonter très loin pour qu'on soit cousin. Et ce, avec à peu près n'importe quelle personne sur Terre, il faut remonter d'un petit millier d'années. Statistiquement. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui a vécu isolé sur une île, mais statistiquement, au bout d'un millier d'années, tu retombes tu as une probabilité très proche de 100% que n'importe quel paire de personnes sur Terre soit cousin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme chose intéressante ? Tu prends quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, par exemple, et tu essaies d'estimer la probabilité qu'il ait une descendance jusqu'à nos jours. Et bien, tu te rends compte que, d'abord, il y a peu de gens qui ont une descendance jusqu'à nos jours. Parce qu'il y en a plein qui ont une descendance qui n'a pas survécu. Et on est donc les descendants d'un petit nombre de gens. Et puis surtout, probablement les gens qui étaient en bonne santé, qui étaient donc assez riches. Donc on descend tous d'aristocrates, c'est chouette ça. Voilà, j'aime bien parce que ça coupe le sous-pied. J'adore ça.
C'est moins vrai maintenant, mais tu vois, finalement, les gens qui ont vécu, je sais pas, à la fin de la République romaine, par exemple, et qui ont une descendance jusqu'à nos jours, ce sont eux nos ancêtres. Voilà. C'était globalement, évidemment, pour des raisons assez faciles à comprendre, des gens plutôt en bonne santé. Il fallait qu'ils aient quand même suffisamment j'ai envie de dire, de pouvoir d'achat, enfin, que leur mode de vie soit plutôt bourgeois, enfin, en tout cas pour l'époque, pour que leurs enfants soient en bonne santé, pour survivre et eux-mêmes avoir une descendance. Voilà, ça se comprend, c'est assez du bon sens, quoi, de comprendre ça, quoi. Donc, je m'aime tellement en reine que tu me donnes en tsarine. Ça m'arrange. En tsarine. Oui. Dis-moi, toi qui est quelqu'un de frontalier, mais en plus, je tire toujours vers la Russie. Qu'est-ce que, en cette courte période après la chute du mur de Berlin, ça va être quoi? Ça va être 30 ans? Ça va être, 89. Oui. Octobre 89. Et du coup, ça fait combien? Je calcule mal, pardon. Bon. Oui, ça fait 30 ans. 30 ans. Ça fait 32 ans. Voilà, 32 ans. 32 ans que le mur est tombé. Qu'est-ce qu'à ton avis, l'Occident nous a apporté à nous autres barbares? C'est nous les barbares. Vous avez Tchekhov, Dostoïevski, Shostakovich, voilà, Landau. je voulais être courtoise. Et Kolmogorov. Et Kolmogorov, je crois qu'il est russe. Oui, oui, bien sûr, mais bon, je suis courtoise, donc je veux bien rester dans la barbarie russe. Qu'est-ce que l'Occident nous a apporté à part des publicités, le papier glacé des magazines porno? Ouais, bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu vois? Je commence comme ça parce que d'abord parce que moi j'ai du temps aussi. Je vais te dire, j'ai l'impression qu'on a eu un rêve de meilleur monde libre et voilà, on a cassé le mur. Et au fait, l'Occident nous a pas apporté. On est resté profondément féodaux parce qu'on l'est. Et l'Occident ne nous a apporté que des mauvaises choses Enfin voilà, quand je te parle des magazines sur papier glacé porno, j'exagère à peine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a rien de bien qui est venu de l'Occident chez nous. La démocratie n'est pas venue. L'oligarchie, oui. Vous avez la nôtre, nous, on n'en avait pas. On était tous également pauvres. Hein. C'était horrible, mais... on nous a enlevé le rêve et voilà. À part, je te fais une réponse en biais. En fait, l'Occident est arrivé avec son libéralisme et donc il est arrivé aussi avec son régime pulsionnel. Ouais. Et ça fait un choc brutal, quoi. Hein. Avec son égoïsme d'ailleurs plus que son individualisme, au fond son troupeau d'ego, comme on pourrait dire, quoi, ou son comportement finalement d'égo grégaire. Le vrai individualisme étant dans l'esprit d'ailleurs des Lumières au XVIIIe siècle, une forme d'autonomie de soi, quoi, c'est-à-dire d'un sujet qui est non pas pleinement rationnel, puisque ça n'existe pas, mais plutôt pleinement conscient de ses contradictions. C'est déjà plus intéressant. Quand tu me demandais si j'allais voter, moi j'aime bien l'idée d'aller voter le contraire au dernier moment de ce que j'ai décidé pendant un mois. Ah non, finalement, ça m'est déjà arrivé, hein, de last minute, non. Et puis je sors de là, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Connerie. Terrible. Mais non, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est qu'au fond, le projet libéral, qui est d'abord né au XVIIe et au XVIIIe siècle comme une forme d'utopie, au fond permettant peut-être d'arriver à la paix, la paix sociale et politique, quoi, après des siècles de guerre de religion. Je pense qu'il y avait une sincérité absolue dans les penseurs du libéralisme au sens des Lumières initialement, d'être peut-être une forme de gouvernance de sujets éclairés, autonomes. Mais évidemment, il y a plein de paramètres irrationnels là-dedans. Il y a ce que l'on pourrait appeler en termes modernes la névrose, qui rend les choses beaucoup plus compliquées que l'acte manqué, quoi. L'acte manqué, c'est quand même, je fais un truc et puis après je me dis pourquoi j'ai fait ça et je me déteste.
C'est que le fondement du fonctionnement humain, c'est aussi ça. C'est le fait de choisir des choses qui ne nous rendent pas heureux. Il y a une forme d'acte manqué là-dedans. Le libéralisme, il fait aussi l'hypothèse que le sujet, il est tout le temps rationnel, il essaie de maximiser son bénéfice. Et d'ailleurs, les modèles économiques qui fonctionnent toujours avec des agents ultra rationnels. Enfin, peut-être les choses sont en train de changer. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que voilà, les modèles, en tout cas maintenant un peu éculés, ce sont des modèles, au fond, où le sujet, il est complètement rationnel, il essaie de maximiser ses gains. Et il n'y a pas d'acte manqué là-dedans. Il n'y a pas de sujet qui hésite, qui se dit... il n'y a pas de sujet qui culpabilise en se disant ah non, mais si je fais ça quand même, non, ça se fait pas. Tu vois, c'est au fond le fonctionnement démocratique. S'il n'intègre pas, mais je ne sais pas si c'est possible de le faire, hein, d'ailleurs, je ne sais rien, mais s'il n'intègre pas cette composante-là, d'ailleurs... un de mes travaux de recherche, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi les ingénieurs, ou du moins comment les ingénieurs envisagent le rapport des gens aux objets qu'ils fabriquent ou qu'ils conçoivent. Ce sont souvent des rapports hyper rationnels eux aussi. C'est d'ailleurs là où en général les designers, ils arrivent eux à rajouter déjà un petit peu d'ambivalence dans l'histoire. Mais quand un ingénieur développe un logiciel, en général, il imagine des utilisateurs hyper rationnels qui vont utiliser le truc exactement comme il l'a prévu, tu vois. Donc cette idée est peut-être aussi à mettre en correspondance avec la difficulté à faire place à l'altérité dans le monde actuel, quoi. Or, je pense que pour l'Occident, pour l'Ouest de l'Europe, la Russie, c'est vraiment l'altérité. C'est l'autre que je ne comprends pas, l'autre étrange. C'est quoi ces gens là-bas ? Et d'ailleurs, peut-être réciproquement, hein, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être au fond que ce triangle dont je te parlais, de germain, de latin et de slave, c'est peut-être là où il y a encore un espace intéressant pour l'altérité. D'aller chercher... Et les Chinois dans tout ça ? Peut-être, je sais pas, on va peut-être faire un quadrilatère, ok. Non, mais on parlait d'Europe, c'est pour ça, tu vois... avec en plus ce truc quand même qu'il n'y a pas de frontière bien définie, ça s'arrête où ce truc-là, quoi. Est-ce qu'on arrête ça à Moscou, à Volgograd, est-ce qu'on va jusqu'à Vladivostok, est-ce que Novosibirsk, je sais pas, tu vois, est-ce qu'on met l'Arménie là-dedans, on la met pas, on descend jusqu'en Iran, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de péninsule toute petite bordée par l'eau, qui n'a pas de frontière bien définie. Alors, il y en a qui ont pris les montagnes, d'autres qui ont pris la chrétienté, d'autres, tu vois, enfin, j'aime bien l'idée de ne pas savoir qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas de truc net, tu vois. Donc là, il y a eu pendant longtemps la question de la Turquie. Est-ce qu'on met la Turquie dans l'Union européenne, on ne la met pas, puis l'Ukraine, et puis... c'est bien, finalement. Tu vois, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est cette idée que les choses ne sont pas certaines, quoi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de l'égoïsme. J'ai une question sur... bientôt, je vais recevoir quelqu'un qui adore Guy Debord et qui a la société de spectacle dans toutes les langues. On va en parler avec lui. On vivait dans une société de mass média. Changement de... Enfin, tout à l'heure, on parlait de changement de système. L'ancien système, celui qui est en train de mourir, c'est un système de mass média. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai décidé d'être mon propre mass média. Je t'invite et on parle. Voilà. Et toi, tu fais de même. Tu fais ton parti politique. Et en fait, on s'atomise. Hein. On devient des atomes, chacun avec sa télé, ses invités, ses trucs, sa tribu de spectateurs. Comment tu définis... quelle est cette nouvelle société de... C'est plus les mass médias, c'est chacun son mass média pour... Et bientôt, je vais parler avec mon propre... Que c'est la bulle Facebook, c'est ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, en une semaine, cette semaine-là, il y a 5 potes à moi qui ont lancé leur propre chaîne YouTube. Ouais. On est en train de chacun parler devant le miroir. On devient complètement... Est-ce que c'est l'égoïsme qui est devenu un diagnostic de... Enfin, syndrome. Pourquoi tu fais ça, toi ? Tu fais aussi ça pour le plaisir ? Parce qu'il y a un vrai plaisir que tu éprouves à interroger les gens. Parce que c'est une autre façon. Autrefois, peut-être qu'il y avait des salons. On vit dans
dans des sociétés où avoir un salon, c'est devenu compliqué. Et puis dans les salons, au fond, on ne parle pas. Dans les repas français qui sont tellement réputés pour être mondains, on ne parle pas, on parle de ce qu'on mange. On n'arrive pas à développer une... Moi, en tout cas, je me fais chier. Hein, mais toi, tu ne crois pas au grand soir aussi? Peut-être. Et c'est pour ça que je me dis, la seule façon d'avoir quelqu'un d'intelligent pour 2 heures, juste pour moi, c'est de l'inviter ici, diffuser, et puis les gens vont voir. Parce qu'à la télévision, ce n'est plus possible. Les mass médias, c'est pour les cons, par définition. Donc la seule façon d'avoir 2 heures de temps de quelqu'un d'intelligent, voilà. Après, moi, on peut poser la question différemment. Qu'est-ce qui attire, je ne sais pas, un intellectuel sur un plateau télé? Qu'est-ce qui lui donne envie d'y aller? Mais c'est ça, c'est paradoxal. Et qu'est-ce qui, moi, me donnerait envie d'y aller? Encore une fois, parce qu'on ne te donne plus ni le temps ni rien, mais pourtant on était longtemps mais je t'ai parlé tout à l'heure, hein, tu me demandais l'espace que peut-être je fantasmerais, qui est l'espace de la pensée. C'est un espace qui par définition est élastique, quoi. Il est, enfin, dans le sens où tu sais jamais trop combien de temps ça va prendre avant d'arriver à mûrir une vision singulière et nouvelle des choses, essayer de les comprendre. Peut-être sous un angle nouveau, singulier, quoi. Tu sais jamais trop d'une part, combien de temps ça va prendre, d'autre part, comment ta pensée à toi, elle va essaimer petit à petit, et puis déplacer tout doucement les seins ailleurs, alors que finalement, on pourrait presque dire, là je réfléchis pendant que je te parle, hein, que j'espère. Le mass média, c'est une façon de croire encore une fois au grand soir, quoi. C'est-à-dire à cette masse planétaire là qui se mettrait tout à coup en ordre de marche et changerait le monde. Alors que finalement, rien n'est plus christique que ça d'ailleurs. Hein. Il y a une forme d'eschatologie complètement christique là-dedans. Au fond, alors à l'inverse, la posture cynique diogénienne, de l'Antiquité, consisterait finalement à rajouter des petits bouts comme ça. Et à avoir confiance dans l'idée que les choses se déplacent aussi par une somme aussi d'actions locales. J'ai pas envie de dire individuelles, mais locales. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis peut-être très flou dans ce que je réponds là. Non, mais c'est intéressant. Moi, je ne crois pas non plus au grand soir, hein, donc parce que je suis pas très romantique. Enfin, en tout cas, j'en suis revenu. J'y ai peut-être cru d'ailleurs. J'ai peut-être cru à un moment de ma vie, par exemple, au fait que la science pourrait sauver l'humanité. Je crois que j'y ai cru. Ouais. Je crois que quand tu étais ado et que tu deviens scientifique, tu crois un peu à ça. Ouais, au fait que... D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'il y a pas mal de gens qui pensent vraiment que la solution au réchauffement climatique va être technologique. Hein. C'est-à-dire, au fond, que compter sur la soustraction de jouissance chez les gens, ça va être difficile, de leur demander de renoncer à des choses, et que l'autre optique, c'est peut-être d'aller modifier génétiquement les êtres humains pour qu'ils résistent mieux à la chaleur. Ou les animaux, que sais-je. Et c'est une hérésie, d'après toi? Il n'y a pas d'hérésie, vraiment, en fait. Tu sais, on est là pour un petit bout de temps sur Terre. Hein. Oui. En fait. On est arrivé, on a fait un petit bout de chemin, après on s'en va. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui... Attention, je précise que le fait que je dise ça, parce qu'évidemment ça peut sembler tout de suite une posture cynique au fait de désintérêt. Alors ce n'est pas nihiliste, hein. Le moment qu'on passe sur Terre, il doit être plein, hein. Attention, y compris engagé. Mais n'empêche qu'on est là pour un moment. Non, mais au contraire, moi, je suis contente que tu aies dit ça parce que je voulais te poser une question, mais je ne savais pas comment. Et là, t'es tombé dedans. Les gens qui nous disent, qui nous parlent du futur, voilà, attention, le réchauffement, du coup, maintenant, il faut renoncer à ceci, à cela. Est-ce qu'en nous parlant du futur, finalement, on ferme les yeux à la résolution des problèmes de maintenant? C'est-à-dire qu'au nom de sauver le futur de nos enfants, en fait, on ne s'occupe pas du tout de nos enfants maintenant. Moi, j'aime bien, en fait, toujours aller interroger les gens qui, par exemple, parlent de la surpopulation. On fait que, par exemple, on est trop nombreux. Est-ce qu'on est vraiment trop nombreux ou est-ce qu'on est quelques-uns à manger vraiment comme 10, par exemple, hein, tu vois, Mais c'est toujours difficile, en fait.
de demander à des gens de se priver quand tu leur as finalement, tu les as bassinés pendant une décennie sur le fait qu'il faut tout le temps acheter ce truc-là, que si tu l'as pas, t'es un ringard, parce que les ringards, ils ont pas la nouvelle version du truc, quoi. Tu vois, et donc au fond, l'Occident actuel fonctionne aussi en mode d'injonction paradoxale permanente, en double bind, où on te dit il faut être mobile, il faut aller chercher du boulot ailleurs, mais il ne faut pas utiliser sa voiture. Je le pique à quelqu'un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, cette remarque-là, mais en fait, il y a en permanence des injonctions paradoxales. En tout cas, c'est difficile maintenant, me semble-t-il, d'aller demander aux gens collectivement de faire un effort comme ça, d'un claquement de doigts, en leur ayant servi un discours qui était à l'opposé depuis des décennies, voire même, je pense, un petit siècle, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, ça me fait dire que probablement, si le logiciel économique continue à fonctionner à peu près avec le même OS, comme on dit en informatique, le même operating system, il ne tardera pas le moment où on verra arriver sur le marché une start-up qui nous vendra la modification du génome de notre enfant à naître pour qu'il soit plus résistant à une atmosphère réchauffée ou que sais-je. On n'est pas loin de la modification de l'ADN humain. Peut-être 50 ans, je ne sais pas, 60, 70 ans. Donc il y a une forme d'eschatologie d'ailleurs déjà, parce que je pense que les humains dans 150 ans ne ressembleront plus du tout aux humains actuels. Dès que tu commences à jouer avec l'ADN, parce que les barrières elles vont probablement sauter. Je dis probablement parce que je me laisse un espoir que ça ne saute pas, tu vois, mais bon, moi je ne souhaite pas être immortel, c'est affreux d'être immortel, c'est le pire cauchemar, quoi. T'imagines, t'es immortel. Le banquier, tu viens le voir pour avoir un crédit immobilier, il te dit « Ah, vous êtes immortel, allez, bim, 10 000 ans de crédit immobilier. » Paf, toi, t'espérais en 20 ans être tranquille. Voilà, foutu. Et puis la retraite, du coup, c'est dans combien de temps quand t'es immortel ? C'est quand même... La question, elle n'est jamais abordée, je crois. Je ne sais pas. Je m'intéresse beaucoup à ces mouvements transhumanistes. Alors, je suis allé suivre quelques rencontres dans des cafés. Et en général, la question n'est pas abordée. Mais peut-être que je ne suis pas allé dans les bonnes, je ne sais pas, quoi. Mais la question de la retraite, quand tu es immortel, c'est quand la retraite ? La retraite dans le sens le plus originel du terme, c'est-à-dire se retirer. C'est fou ce que ça obsède les gens. C'est fou ce que ça obsède les gens. Mais en fait, peut-être aussi parce que se retirer, au fond, a une connotation de vraiment se retirer du rythme fou dans lequel tu es embarqué, là, quand tu arrives dans cette planète. Tu es embarqué dans ce rythme. Peut-être des gens ont envie de se retirer, quoi. Au sens le plus originel du terme, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses d'euthanasie, du coup ? Ça fait vraiment penser à État-nazi. Donc t'es comme Welbeck. Peut-être, ouais. Mais en fait, je me dis, écoute, regarde, tu vois, si vraiment les gens sont immortels, on va être très, très, très nombreux, Ouais. Ça va être dingue, parce que les gens vont continuer probablement à faire des enfants, on va être super nombreux. Sauf si, effectivement, parce qu'il y a une piste, la modification de l'ADN supprime la section, c'est-à-dire les deux genres homme-femme, et puis qu'on arrive sur autre chose, des chimères, je sais pas, peut-être des choses comme ça. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'est drôle, parce que les gens, au fond, ce qui nous montre l'épidémie, c'est que les gens ne veulent pas mourir. Et en même temps, ils veulent autoriser l'euthanasie. Il y a une schizophrénie pareille. Moi, j'appelle ça juste l'ambivalence de l'individu, mais c'est aussi la même, si tu veux, qui préside au hiatus du projet démocratique du XVIIIe siècle. C'est qu'au fond, tout le monde est ambivalent. Voilà, tout le monde est amoureux d'une femme fatale, mais ne la supportera pas plus de 2 jours, quoi. Et voilà, et ça nous nourrit. Donc évidemment, après, il y a toujours ce délicat équilibre à trouver entre ton besoin d'aventure et ton besoin de sécurité. Et puis tu te balades un peu entre les deux. Et peut-être que le curseur, quand tu vieillis, il se déplace un peu d'un côté ou de l'autre. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'ennuient plus vite que d'autres. Donc il y a des gens qui ont besoin de prendre plus de risques que d'autres. Parce que ça répond aussi à leur constitution, leur personnalité, leur éducation, leur névrose familiale, tout ce dont ils ont hérité sans en être conscients. Donc, au fond, je veux pas mourir, mais j'ai envie de mourir, quoi. Voilà. Ouais. Je veux pas mourir, parce que mourir, c'est terrible, quoi. Mais laissez-moi la liberté. C'est terrible de mourir, voilà. Mais en même temps, je veux pas être immortel.
D'accord? C'est ça l'ambivalence, quoi. C'est au secours. Parce que l'immortalité, moi, ça m'empêcherait de dormir si je savais que j'étais immortel. Je pourrais plus dormir. Du coup, je mourrais de fatigue. Tu viens de parler des femmes fatales que tu ne supportes pas plus que 2 jours. T'es marié avec une chanteuse d'opéra. Ouais. Telle que je te vois, je dis, mais comment est-ce que c'est possible? Et elle supporte ta musique pop? Oui, elle la supporte plus que mon mauvais caractère, ça c'est sûr. Et c'est quoi? C'est quel soprano? Ouais, elle est soprano, ouais. Et elle est allemande? Non, elle est française, elle vit en Allemagne, mais elle est française. Mais elle chante en Allemagne. Elle est un quart russe quand même. Hein. Voilà, et donc elle chante en Allemagne du Wagner. Non, elle chante vraiment de la musique contemporaine d'ailleurs plutôt. Non. Oui, d'une musique contemporaine, enfin, on appelle ça comment, de la musique savante, c'est ça, contemporaine. Voilà. Ah, ça j'ai pas... Du Moi, je Berlioz, pensais du que Nono, du Boulez, du Monouri, des choses comme ça. Voilà. ça doit être quelque chose chez vous. Ouais. Pourquoi tu penses? Vous dites qu'une chanteuse lyrique, c'est... Non, mais parce que voilà, Non, mais il y a une hystérie qui est intéressante. Ça m'intéresse, moi, l'hystérie de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Une forme, au fond, d'exacerbation du réel, une forme d'exagération, et qui rend le réel, tout à coup, tout le temps passionnant et passionné, quoi. Évidemment, c'est flippant aussi, hein, parce que là-dedans, il y a du drama permanent, mais bon, moi, il répond au mien, hein, si tu veux, il répond aussi à mon drama. En fait, comme je dis souvent, ce qui est finalement embêtant, c'est que quand les gens ne sont pas conscients de ça. Quelqu'un qui finalement se connaît suffisamment pour savoir qu'il est sujet au drama, c'est déjà beaucoup plus intéressant à vivre. Voilà. Il y a une forme... Après, allez, je te concède que c'est une part de sécurité que je m'accorde. Voilà. Parce que finalement, savoir que l'autre sait, c'est être un peu rassuré. Il peut te donner le change. Il peut dire, oui, je sais que je suis comme ça. Mais je continue à l'être. Mais je sais que je suis comme ça. D'accord. Voilà. Ne pas savoir du tout, c'est ça, l'hystérie absolue, face à l'hystérie absolue, ou l'hypocondrie absolue, tu vois, c'est ne pas savoir du tout, ne pas même savoir si l'autre sait, et ça c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais ça peut être, pour certaines personnes, plus séduisant encore que terrifiant. Alors dans ce cas, j'y vais. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans. Hein. Toi qui es multiculturel, parle de combien de langues tu parles? Tu as dit une dizaine? Ouais, pas loin d'une dizaine. Ouais. Quel est le lieu où enfin, 3 lieux que tu conseilles quand on peut plus? Voilà. Ah ben déjà, aujourd'hui, on est privé des voyages. C'est pour ça que j'ai envie de voyager, ne serait-ce que là avec toi. Déjà, moi, je pense que je vais finir ma vie en Italie parce qu'on y mange bien. C'est vrai. Les Italiens, ils font très bien à manger. Simple et bien, oui. Ouais. J'ai l'impression, mais c'est peut-être... Quel coin d'Italie? Il y a tellement d'endroits qui me plaisent. Ça peut être la Sicile, les Pouilles, les Cinque Terre. C'est peut-être plus sur la botte que sur le continent, mais bon, je sais pas. Et peut-être... Alors, c'est peut-être juste un fantasme, mais j'ai l'impression que les gens, ils vieillissent mieux. De manière peut-être un peu plus pacifiée. Oui. Voilà. Peut-être que c'est plus vrai du sud de l'Italie, par contre. Ils sont cool, hein. Ils sont très cool. Voilà. Un autre lieu. Après, il y a les lieux où moi je suis jamais allé, j'aimerais bien aller. En Amérique du Sud, je ne connais pas l'Amérique du Sud. Ouais, j'aimerais bien découvrir. Où? Le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. Voilà, je connais bien l'Amérique du Nord, mais parce que, tu vois, quand tu es physicien, tu vas dans des conférences, quoi. Donc, tu vas aux États-Unis, au Canada, en Corée, en Russie, évidemment, parce que, bon, c'est quand même la patrie de la physique théorique, quoi, hein. Enfin, c'est une des patries, quoi. Les physiciens soviétiques, les théoriciens, c'était des types incroyables, quoi. Voilà. C'était marrant, d'ailleurs, à l'époque de l'URSS, il y avait une production bibliographique en physique théorique avec la notation russe, enfin la notation soviétique, et puis une autre production avec la notation occidentale. Et ils notaient pas les mêmes choses, les vecteurs de la même manière, les quêtes, les bras en physique quantique, ils notaient ça différemment. C'était marrant, quoi, ce truc-là. J'imagine que Vladivostok, c'est un endroit où j'aimerais bien aller, ouais. Ouais.
Bon, à un moment, je voulais faire une performance, j'avais imaginé un lâcher de ballons depuis Vladivostok contenant des petits MP3 à écouter avec de la musique pop et qui pourraient dériver jusqu'en Corée du Nord avec le vent, comme ça. Voilà. Et puis le troisième endroit, je ne sais pas, c'est peut-être pile sur le pôle Nord, sur la banquise, pour juste regarder la Terre se tourner sous ses pieds, tu sais. Ouais. Ouais, en étant pile sur l'axe comme ça. Oh. Tu vois, et tu la regardes et elle tourne sous tes pieds, mais toi tu restes droit comme un i, quoi, droit sur l'axe. C'est mégalo. Hein. Complètement mégalo. Eh oui. Ton côté mégalo. Ouais, mon côté, pas que le côté, hein, mais genre, on met en plein dedans. Hein. Juste comme tu as parlé des scientifiques soviétiques ou des scientifiques russes, c'est différent le monde scientifique russe et occidental au quotidien? Je pense que c'est... L'Académie des sciences russes et l'Académie des sciences D'abord, le monde françaises. scientifique maintenant est très différent du monde scientifique d'avant la libéralisation de la recherche. Enfin, par cela, j'entends le fait qu'on soit passé en Occident en une trentaine d'années à une recherche par projet, avec des financements, tu dois aller chercher de l'argent, tu es dans une logique quasi entrepreneuriale, où tu dois toi-même construire ton écosystème de recherche avec tes thésards et tes collaborateurs. Est-ce que la science est politique ? De toute façon, alors, je suis obligé de te faire plusieurs réponses. D'abord, elle a toujours été politique dans le sens où elle produit des objets techniques, in fine, qui vont servir dans la vie de tous les jours. Donc, encore une fois, parce qu'elle a une fonction prédictive. Donc, elle est nécessairement politique. Elle change ton rapport aux autres, au pouvoir, au collectif. Est-ce que maintenant, elle est instrumentalisée par le pouvoir politique ? Oui, clairement, elle l'est complètement. Quand des appels à projets demandent, par exemple, de rendre à l'Europe sa place de leader dans l'intelligence artificielle, c'est politique. Quand, je ne sais pas, un appel à projet te demande d'analyser les raisons de la défiance envers la parole scientifique en vue de prendre des décisions politiques, c'est une instrumentalisation, oui. Quand les Russes inventent les premiers le vaccin et qu'on dit que c'est bullshit, c'est politique ? Ou c'est un vrai vaccin ? C'est partisan, oui, c'est partisan. C'est politique au sens, tu veux dire, des jeux de joute entre les nations, oui. Non, mais j'avoue que d'un côté, j'étais terriblement fière quand on a dit les Russes ont inventé. Ceci étant, c'est pas très étonnant, parce qu'il y a quand même il y a un tel savoir-faire scientifique en Russie, enfin, il est toujours là, quoi. Les étudiants russes en sciences, ils continuent à être extrêmement brillants, quoi. Donc, il y a une longue histoire, quand même. C'est ça aussi. L'héritage... Et puis, il y a envie. Oui, je pense. Ce qui peut-être n'est pas le cas dans le monde occidental. Il y a encore une envie. Ouais. Une envie de faire de la science fondamentale. Ouais, de faire de la cosmologie, de faire de la physique fondamentale. Et c'est pas, comment dire, c'est pas trop corrompu, ça reste une... Ouais, peut-être. Oui, parce qu'il y a probablement... Je réfléchis, hein, mais... J'imagine qu'en tout cas, en Amérique du Nord, par exemple, le fait de faire de la science fondamentale, c'est-à-dire sans... terminer finalement avec une idée de produit permettant de construire sa start-up est peut-être moins séduisant, en tout cas séduit moins de gens, ou peut-être pas la même population, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est probablement ça qui a changé. C'est le fait finalement que, mais ça coïncide avec l'interdiction du latin et du grec. Ouais. L'attrait pour une forme d'esthétisme. La beauté d'un développement mathématique, une forme de contemplation, le plaisir que tu peux éprouver à redémontrer un théorème, qui est une forme de contemplation pure, quoi, hein, très esthétique, quoi. Je me fais plaisir à lire cet ouvrage de physique théorique, qui a des beaux raisonnements, et qui semble me donner une voie de compréhension de l'origine de l'univers. On sait bien que là, on se raconte des choses, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Et puis face à ça, un programme qui va me permettre de développer un outil qui va immédiatement être transposable dans une application de téléphone portable pour aider les gens concrètement au jour le jour. On est dans deux dialectiques différentes par rapport au réel, quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, l'idée que, au fond, la science devrait être beaucoup plus utile au quotidien des gens pourrait partir d'une très bonne intention. On pourrait aussi le voir comme ça, c'est-à-dire finalement... Non, pas d'accord. Moi, je pense que... Enfin, c'est l'asiatique et la soviétique qui parlent en moi. Par exemple, je suis choquée que le fait que Pesquier, qui est beau comme un dieu, vole au-dessus de nos têtes, n'a pas fait plus d'effet aux Français que ça.
Ah oui, le fait qu'il soit blasé par... On parle à peine de ce garçon et je dis mais enfin, vous rêvez pas le cosmos. Comment c'est possible? Alors ne mets pas de vous déjà, ne mets pas devant. Pardon, mais moi je dis oui, les autres, les Français, les autres une partie des Français. Parce que franchement, j'ai arrêté de respirer le jour où il devait décoller. Pourtant, c'est un Français, c'est même pas un Russe. Mais pour moi, c'est un... et en fait, rien n'a changé. Il n'y a pas de gens dans la rue, ni les petits drapeaux dans les fenêtres. Enfin, il n'y a pas de joie. Et je pense que la science, pour moi, la science, oui, c'est les petits drapeaux dans les fenêtres quand on a découvert quelque chose. Ou en tout cas, l'émerveillement qui peut aller avec. Oui, ou en tout cas, pour moi, la science, c'est on va se passer les drapeaux, mais on va garder l'émerveillement. Une forme de joie, oui. Et j'étais choquée qu'au moment de décollage de Pesquier, il y a eu un petit truc, mais c'était très bref. C'est très bref. Mais il y a une forme aussi de... C'est très nietzschéen, quoi. C'est démonter les idoles, quoi. Il ne faut plus d'idolâtrie. Aucune tête doit dépasser, tu vois. C'est vraiment... Chez nous, ça existe encore, je pense. Oui. Mais en fait, là, ce qui est drôle, c'est qu'aucune tête ne doit dépasser. C'est aussi le carburant du projet bolchevique au départ. Aucune tête ne doit dépasser, quoi. Oui, mais on a quand même créé, on a quand même... Oui, non, mais attends, les scientifiques, c'était quand même des dieux vivants. Non, mais je caricature le truc, parce qu'évidemment... Mais, ouais, il y a je réfléchis, hein, excuse-moi, mais... Il y a l'absence d'émerveillement et le fait d'adopter une posture critique systématique face à toute forme d'idole ou d'idolâtrie, quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Encore une fois, une forme, tu vois, de comment dire, oui, d'hystérie, c'est-à-dire je me choisis un nouveau maître pour mieux pouvoir l'abattre. Voilà. Qui est finalement... On n'aime pas l'excellence, c'est ça? Il y a une ambivalence face à ça, en fait. Et c'est drôle parce que quand je discute avec mes collègues européens de comment ils voient la France, moi, j'ai pas de regard là-dessus, en fait. Je me rends compte. Et ils disent quoi? J'ai un collègue italien, par exemple, qui me dit que les Français sont encore habités par par Louis XIV, quoi. Il y a quelque chose là-dedans d'hérité. Je sais pas, peut-être, hein, peut-être. Ce serait difficile de voir ça Enfin, je sais pas, j'étais en train de me dire, c'est difficile de voir ça de l'intérieur. En même temps, j'ai pas l'impression d'être complètement à l'intérieur. J'essaie quand même d'analyser aussi le fonctionnement de chacune des points du triangle européen dont je te parlais. Et donc, je sens pas ce truc-là. Je vois vraiment... Je sais pas si on peut parler d'un peuple français. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ce truc-là, en fait. Le peuple français, tu vois. D'abord parce que j'ai quand même habité dans plein de régions françaises. Alors, je vois bien l'hétérogénéité. Elle est là, quand même. Que la façon dont se comportent les Alsaciens au jour le jour, les Marseillais, les Toulousains, les Bretons, les Picards, les Parisiens, c'est pas complètement pareil, tu vois. Et puis après là-dedans, ça dépend aussi de ton cercle d'amis qui tu fréquentes. Moi, quand je fréquente beaucoup d'artistes, quoi, donc les artistes par définition sont toujours singuliers là où ils sont. Donc c'est pas vraiment représentatif. Alors je sais pas, j'ai peut-être pas assez d'outils. Tu vois, j'ai pas encore assez visité le monde pour pouvoir donner un avis pertinent. Mais cette absence d'émerveillement, je pense qu'elle est multifactorielle, elle procède de plein de choses. Peut-être aussi une forme de lassitude face à la science, qui n'a pas tenu ses promesses. En tout cas, on croit qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Mais c'était quoi vraiment ces promesses d'ailleurs? Est-ce qu'on ne les a pas pris pour d'autres promesses? C'était quoi vraiment les promesses de départ? Non mais attends, tous les jours, moi, tu parlais tout à l'heure de l'éternité. Moi, je veux peut-être pas être éternelle, mais je regrette tellement que je vais pas pouvoir voir comment ça va être dans 400 ans. Ah oui, les chimères. Je voudrais tellement... Moi, je suis vraiment convaincu de cette histoire de chimères. Je suis sûr qu'il y aura ça. Des croisements génétiques, tu vois. Oui, j'ai envie. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Parce que regarde, tous les décennies, on change complètement. C'est magique ce qui se passe. Au niveau scientifique, au niveau technologique, oui, tu veux dire. Oui, non, mais c'est la science quand même. Voilà, et puis pouvoir aller sur Mars ou que sais-je, c'est génial. Et c'est plus la technologie que la science. Ça me fait rêver. Hein, technologie et science, c'est deux choses différentes.
En fait, la façon dont la technologie s'est articulée avec la science depuis quelques décennies, elle est nouvelle. Hein. D'ailleurs, il y a certains philosophes qui ont proposé la terminologie de technoscience, tu vois, pour décrire cette instrumentalisation de la science aussi par le projet libéral. C'est le fait que finalement, il y a tout un ensemble d'innovations technologiques qui sont, si je caricature un peu, là pour nourrir le fonctionnement de l'économie libérale, c'est-à-dire produire des nouveaux gadgets qui vont... Ce que je dis souvent... Ouais, mais le gadget qui sont les ailes, c'est... Ok, non, mais pourquoi pas? Non, mais il n'y a rien de péjoratif dans le... Enfin, sinon que le gadget, il contribue évidemment souvent à polluer la planète, mais bon, en soi, si tu le prends tel quel, c'est pas parce qu'il est gadget qu'il n'est pas, kiffant, quoi, tu vois. Donc, oui, je sais pas, le type qui avait utilisé des réacteurs, une type de plateforme pour voler, par exemple. Non, mais je m'interroge sur la disparition de l'émerveillement, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est le produit, au fond, d'une grande déception? Est-ce qu'au contraire, c'est le fait que la science est devenue tellement... la technologie est devenue tellement intégrée dans notre vie qu'il y a une forme de banalité qui l'accompagne. Alors du coup, l'émerveillement serait ailleurs. Et où? Peut-être qu'il est à retrouver quelque part. Autre chose, tu vois, dans un autre lieu. Je ne sais pas, dans une forme de poésie. Ou est-ce qu'il a complètement disparu, cet émerveillement, et que finalement tout est bon, on est un peu blasé de tout? Mais bon, c'est pas grave, il y aura un bug, un retour de balancier, donc il va revenir. Et puis, je vais m'inscrire à... Et tu vas t'inscrire au PUT et devenir notre prochaine agente dormante. Il faut que tu te choisisses un ministère. Ah oui. Mais je te propose le ministre du tréma sur le E. Voilà, quand même une particularité. C'est 2 points. Ouais, une particularité russe quand même. Hein, c'est le O, c'est ça, elle se prononce O. Yo. Yo, c'est ça, voilà. Yo. Voilà. Oh, j'adore ça. Voilà, parce que le tréma sur le E, je pense, la ministre du tréma sur le E te conviendrait tout à fait. Génial. Merci. Merci Nathalie. Pour la confiance. Спасибо большое.